Soyez les bienvenus dans ce Webeco Actualité des filières volailles de chair. Nous sommes ensemble pour près de 2 heures, en compagnie donc de Simon Fourdin, le directeur du pôle socio-économie de l'ITAVI. Il va nous détailler les derniers chiffres et les dernières tendances et il répondra également à toutes nos questions. Ce sera la fin de chaque thématique. Il y aura un temps dédié et il sera épaulé pour cela par notre homme de l'ombre, Mohamed Bouzidi, chargé d'études économie pour l'ITAVI, l'homme capable de dégoter le bon chiffre en rien de temps. Et ce Webeco peut bien sûr exister grâce à notre partenaire CCPA et on l'en remercie. Eh bien, si tout le monde est prêt, on va pouvoir démarrer, Simon, et rembobiner les épisodes précédents. Merci beaucoup, Diane. Alors, effectivement, donc, pour ce webinaire, il y en aura un deuxième donc, ce vendredi pour les filières œufs et lapins. Donc aujourd'hui, on va parler volaille de chair, donc en France, en Europe et dans le monde. Donc les bilans, là, à l'heure actuelle, on a un peu tous les bilans sur 2024, les premiers chiffres sur 2025 et quelques perspectives pour l'année à venir. Alors, au sommaire, de façon assez classique, on a repris les quatre grandes thématiques. D'abord sur les matières premières, les indices et prix. Alors, quelques petits focus seront faits sur les tendances actuelles avec les questions des droits de douane, dont on a beaucoup entendu parler. La consommation en France, sur les différentes filières de la volaille de chair. Le marché français de la volaille de chair. Et enfin, marché européen de la volaille de chair et quelques éléments aussi sur nos pays voisins. Alors, sur les résumés des épisodes précédents, donc sur le contexte économique, on avait connu, il y a, on va dire maintenant 2-3 ans, un contexte d'inflation qui était très, très développé. Donc ça, c'est moins le cas aujourd'hui. L'inflation n'est plus du tout au même niveau que ce qu'elle a pu être. Par contre, on a eu une nouvelle donne au niveau géopolitique avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis et notamment tout ce qui est les droits de douane qui sont remis en place de façon très, très, très forte et qui déstabilisent beaucoup les équilibres mondiaux, et on verra, ça a des impacts sur quand même pas mal de choses. Alors, pas forcément directement sur nos filières, mais de façon indirecte, ça peut quand même avoir des conséquences. Sur l'IAHP, la grippe aviaire, donc on verra, c'est plutôt, on touche du bois, stabilisé en France, mais il y a quand même encore, c'est quand même encore une question dans pas mal de pays. C'est le cas en Pologne, on y reviendra aussi aux États-Unis. Sur les pays tiers fortement exportateurs que sont l'Ukraine et le Brésil, on fera un point sur où on en est un peu de la flambée des importations ukrainiennes et question autour du Mercosur aussi au niveau du Brésil. Et au niveau européen, un petit peu, c'est sous-jacent notamment sur le premier point, mais quelle réponse l'Union européenne fera aux droits de douane et quelles pourraient être ses conséquences de cette réponse. Donc voilà un petit peu pour résumer. Alors maintenant, si on attaque tout de suite la question des marchés des matières premières, globalement, donc vous avez à gauche les cotations du blé et à droite celles du maïs, rendues dividendes dans les deux cas. Et vous avez en rouge les derniers chiffres de 2025. Donc on voit en 2023, on était quand même sur des niveaux beaucoup plus élevés par rapport à des années historiques entre 2016 et 2020 là, qui sont rangées beaucoup plus basses. Là, le blé avait quasiment atteint les 300 € tonnes au début de l'année 2023. En 2024, on a quand même une baisse importante par rapport à 2023, surtout sur le début d'année. Et là, on est plutôt dans la même tendance que la fin de l'année précédente sur le début de 2025. Et c'est à peu près la même chose, que ce soit pour le blé ou pour le maïs. Sur on va dire les fondamentaux, donc notamment les conséquences un peu climatiques, on a une météo qui est plutôt favorable, donc les révisions sont plutôt vues à chaque fois à la hausse sur les productions, que ce soit au niveau européen ou même mondial par l'USDA ou la Commission européenne. Les récoltes de 2025 sont plutôt donc de bon augure, mais quand même sous surveillance, puisque on sait que ça peut vite évoluer. Par contre, il y a l'effet des taxes qui menacent un peu les marchés mondiaux, mais on y reviendra, c'est plus peut-être sur d'autres matières premières que ça se traduit. Et notamment, une matière première sur laquelle les droits de douane peuvent avoir un impact assez fort, c'est le soja, et notamment pour la partie tourteau de soja. Donc là, si on voit le tourteau de soja, il est plutôt, même par rapport aux céréales, il est plutôt assez bas par rapport aux années précédentes, puisque là, on revient aux années un peu 2016-2020 sur le début 2025, après une année 2023 historiquement haute, et une année 2024 qui était également assez importante. Donc là, on est plutôt favorable. Les conditions, pareil, les fondamentaux, donc les productions, les prévisions de production, les prévisions de récolte,
notamment en Amérique du Sud, sont plutôt, favorables. Donc tout ça, on va dire que c'est plutôt de bon augure. Mais, la grande incertitude, c'est, sur les taxes américaines. Notamment, le fait des taxes américaines sur le soja, enfin entre les États-Unis et la Chine pourrait mettre des mesures de rétorsion sur le soja. Alors là, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, ça change quasiment tous les jours. Donc hier, il y a eu, normalement, il va y avoir une baisse pour 90 jours des droits de douane réciproques entre Chine et États-Unis. Et en fait, l'impact qu'il pourrait y avoir néanmoins, c'est que si les Chinois ne peuvent plus s'approvisionner en soja nord-américain, ils vont s'approvisionner d'autant plus en soja sud-américain, et ce qui va avoir des conséquences, notamment pour l'Union européenne qui s'approvisionne beaucoup sur du soja sud-américain. Et puis, l'autre conséquence possible, c'est aussi les mesures de rétorsion du côté de l'Union européenne, qui a pour l'instant cité le soja dans les produits qui pourraient être taxés aussi depuis les États-Unis, donc en remettant un peu plus de tension sur le soja sud-américain. Après, il peut y avoir des effets quand même un peu dominos, c'est-à-dire que si le soja nord-américain n'est plus acheté par grand monde, ça pourrait aussi faire un peu baisser ses prix malgré des droits de douane. Donc il y a quand même des rééquilibrages qui peuvent se produire. Sur le taux de tournesol, on voit on est encore aussi même inférieur aux années précédentes, donc on est plutôt en baisse. Alors, pourquoi les cours sont bas globalement sur les matières premières? Donc, on a parlé déjà sur les conditions climatiques. Ça, c'est quand même le premier facteur, hein, généralement, qui peut impacter les cours. Là, les craintes climatiques sont plutôt modérées. Le printemps est plutôt favorable. Le maïs safrinal, donc le maïs après soja au niveau brésilien, il est plutôt prometteur. Donc, tout ça, c'est plutôt des signes positifs. On a des stocks importants aussi en blé et en orge dans l'hémisphère sud. Donc ça, c'est pareil. Le fait qu'il y ait des stocks importants, c'est plutôt aussi quelque chose qui va tirer les prix vers le bas. Des choses peut-être moins positives, mais en tout cas qui a un impact positif sur le cours des matières premières, c'est que la demande internationale, elle est plutôt en baisse. Il y a un climat, on va dire, économique qui est plutôt terne. Et puis, il y a un effet euro fort, et on verra tout à l'heure, un effet euro fort fait que pour les matières premières qu'on apporte, c'est plutôt à l'avantage d'avoir une monnaie forte. Par contre, c'est sur les exports, on verra tout à l'heure, où ça peut être plus dommageable. En France, néanmoins, on a quand même eu beaucoup de remontées des fabricants d'aliments sur une mauvaise qualité du maïs, très mauvaise qualité du maïs, et qui fait qu'il y a pas mal de reports sur le blé, donc ça peut faire aussi un vase communicant sur le blé. Il y a quelques tensions sur le colza du fait de l'intégration de colza diester dans le biocarburant, et le soja, j'en ai déjà parlé. Alors, l'euro fort par rapport à un dollar faible, juste pour vous rappeler un petit peu les conséquences d'avoir une monnaie forte, ça a des vertus, mais ça a aussi des inconvénients. Donc là, vous voyez la parité euro-dollar, donc c'est-à-dire l'équivalent de 1 euro par rapport à 1 dollar. Donc là, en ce moment, on est plutôt à 1 euro, à peu près 1,14 $. Et ça, c'était quelque chose qui ne s'était pas produit là depuis un an. On n'avait pas eu ce montant aussi élevé. Donc c'est vraiment lié à l'arrivée de Donald Trump et puis aux conséquences un peu économiques de son arrivée. Pour les exportations, du coup, ce que je disais tout à l'heure, hein, depuis l'Union européenne, c'est plutôt un frein. Donc ça limite notre capacité d'exportation. Pour les importations, c'est plutôt un levier. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre dans la politique, enfin, tout n'est pas facile à comprendre dans la politique de Donald Trump, mais en tout cas, il y a un de ses objectifs qui est clairement de dévaluer le dollar. Hein. Lui, sa politique, sa volonté, c'est de pouvoir réexporter, de refaire un pays vraiment industriel, les États-Unis. Et donc lui, pour faire ça, sa volonté, c'est de dévaluer le dollar pour permettre cette capacité d'export. Mais le pendant de ça, c'est le risque d'inflation, et puis pour le consommateur américain, d'avoir des produits, notamment tout ce qui va être produits importés, qui vont lui coûter beaucoup plus cher. Or, il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont importés aux États-Unis. Et pour l'instant, donc Jérôme Powell, qui a été nommé d'ailleurs par Donald Trump lors de son mandat précédent, c'est le président de la Fed, hein, donc la banque centrale américaine, qui, lui, tient son cap, et le cap, pour l'instant, de la Fed, normalement, c'est d'éviter l'inflation. Donc lui, il n'est pas pour dévaluer le dollar. Bon, après, on verra combien de temps il arrive à tenir cette position. Une autre conséquence, on va dire aussi, qui peut être reliée, en tout cas en partie, à l'arrivée de Donald Trump, c'est l'énergie qui est en baisse. Donc là, vous avez l'illustration la plus classique, hein, on va dire, c'est sur le prix du baril de Brent, en dollars par baril. Et là, vous voyez
il y avait une montée très, très forte, on le voit sur 2022, là, un peu au milieu de la courbe. Donc c'était le début de la guerre en Ukraine et les grosses tensions dont on se souvient sur l'énergie. Heu et là, on voit qu'il y a plutôt une détente, hein, depuis, puisqu'il y a eu la nouvelle possibilité d'exporter de certains pays où c'est plus le cas. Et puis là, en ce moment, ce qui se passe surtout, c'est que, bah, les États-Unis, et sous, le mandat de Donald Trump, là, ils ont plutôt, l'intention de reproduire, davantage, d'aller chercher, davantage de pétrole avec la formule un drill baby drill qui a été reprise par Donald Trump, qui n'est pas de lui à l'origine, mais qui veut dire, on va forer, on va forer. Donc, ils sont plutôt sur cette tendance-là. Et l'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, notamment tous les pays du Moyen-Orient, par réaction pour éviter que les États-Unis, on va dire, raflent la mise, ont aussi décidé de plutôt produire plus de barils pour pas laisser les États-Unis seuls devant. Et donc tout ça fait qu'il y a plus de pétrole disponible globalement, donc ça fait baisser les cours. Et par conséquent, tous les autres cours de l'énergie qui sont quand même très corrélés au prix du pétrole. Et puis, le fait que l'économie mondiale est plutôt terne en ce moment, fait qu'il y a aussi moins de demandes. Donc, entre une offre plutôt plus forte et une demande plutôt en baisse, fait que, bah, il y a une vraie détente sur les cours de l'énergie. Alors, sur l'élection de Donald Trump, on a eu plusieurs questions et donc, Mohamed, qui est dans le chat là, qui va répondre à vos questions, a un peu creusé la question en regardant les conséquences pour les filières volailles de chair, à la fois françaises et européennes. Et puis on verra aussi sur les autres filières. Et donc en fait, ce qu'on peut, en quelques mots, c'est un peu compliqué parce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir plein d'effets dominos, hein, donc c'est compliqué de savoir tous les effets cascades qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, en direct, il y a peu d'effets directs des taxes sur les échanges en volaille de chair, puisque finalement, on a assez peu de volume échangé entre l'Union européenne et les États-Unis, que ce soit en import ou en export. Par contre, comme il y a la Chine qui est particulièrement taxée, même si là, depuis hier, il va normalement y avoir un moratoire, en tout cas une suspension ou une baisse en tout cas du montant des taxes. La Chine, par contre, apporte un demi-milliard d'euros de viande de poulet et elle en a apporté 1 milliard en 2022 depuis les États-Unis. Donc toute cette viande qu'elle a importée depuis les États-Unis, si elle ne peut plus les importer depuis les États-Unis, elle va sûrement les reporter sur d'autres pays. On pense bien sûr au Brésil, potentiellement aussi peut-être à une partie en Union européenne et notamment à la Pologne qui exporte aussi beaucoup. Donc il risque d'avoir des effets comme ça dominos de ce bouleversement des marchés mondiaux. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'impact sur l'Union européenne sur ces taxes, ça peut être beaucoup sur les OAC, les OAQV, sur les échanges de grands parentaux. Donc en fait, tout ce qui est sur le maillon génétique, puisque là déjà c'est difficilement substituable. Il n'y a pas d'équivalent en Amérique du Sud, par exemple, sur ces produits-là. Et pour la France, les exports vers les États-Unis, c'est 2,5 millions d'euros, enfin sur 9 millions d'euros d'import. Et sur les 9 millions d'imports, il y a 7 millions d'euros qui concernent les OAQV. Donc on a peu d'échanges avec les États-Unis, mais sur le peu d'échanges, ça concerne quand même ce maillon-là très fortement. Et puis il y a des effets indirects, on l'a vu juste avant, hein, c'est que bah, le fait de la baisse du prix du pétrole, ça fait baisser les tensions aussi sur les produits oléagineux qui peuvent être utilisés en biocarburant et plus globalement sur l'ensemble des prix de l'énergie. Mais les droits de douane sur le soja, on a dit tout à l'heure, c'est que ça peut avoir des effets report. Et donc, si les Chinois se mettent à acheter aussi davantage de soja brésilien ou en tout cas sud-américain, fait que pour l'Union européenne ou pour d'autres pays qui importent depuis cette même zone, ça risque de faire monter un peu les prix là-dessus. Et puis un effet peut-être encore plus indirect, mais qui est quand même sous-jacent, dont on entend pas mal parler, c'est que face à la volonté un peu d'isolationnisme, on va dire, des États-Unis, on sent que les autres parties du monde ont plutôt tendance à vouloir renforcer leur coopération et leurs échanges. Et donc tous les accords de libre-échange, et on pense notamment au Mercosur pour ce qui concerne l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, bah, ça risque plutôt de renforcer ces accords-là qui qui sont encore beaucoup discutés pour l'instant. Et donc le CETA aussi avec le Canada, enfin tous les accords de libre-échange vont être sûrement plutôt renforcés. En tout cas, les volontés, notamment de l'Union européenne, c'est plutôt renforcer tous les autres accords de coopération ou de libre-échange avec les autres zones du monde. Donc ça risque aussi d'avoir un effet là-dessus.
Du coup, tout ça, ça a des impacts sur, les indicateurs, filières et notamment les indices, ITAVI, donc indice, sur le coût des matières premières pour l'alimentation, des animaux. Et donc là, sur l'indice ITAVI, en fait, donc après le pic, hein, qu'on a connu suite au début de la guerre en Ukraine, on a eu une forte chute quasiment, on va dire, proportionnelle à la montée qu'on avait connue. On a eu un petit rebond et là, on est plutôt, on l'a vu, hein, avec des matières premières qui sont plutôt, enfin plutôt moins en tension que ce qu'elles ont pu être. On est plutôt voilà, dans un indice qui est revenu à son niveau de 2020 pour l'ensemble des espèces volailles. Donc voilà pour cette première partie. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et puis je relayerai votre voix. Alors je vois qu'on en a déjà une de questions. Je vous la lis. Avez-vous entendu parler d'un accord en cours entre USA et UK? Quel serait l'impact? Alors on n'a pas creusé cette question. Effectivement, il y a des accords en cours entre les USA et le Royaume-Uni. Bon, c'est des pays, on va dire, qui ont l'habitude de commercer ensemble depuis très longtemps. Et là, effectivement, ils ont été un peu exemptés, enfin, ils n'ont pas eu les mêmes droits de douane, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi le détail des droits de douane selon les pays. Ils étaient plutôt mieux favorisés que notamment l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a quand même des convergences, en tout cas, entre ces deux pays. Après, là c'est difficile de dire, pour l'instant, on n'a pas creusé spécifiquement le point de savoir si ça peut avoir des impacts collatéraux. Après, c'est pareil, c'est pas des pays, on va dire, enfin, nous, comme on échange relativement peu au niveau Union européenne avec les États-Unis, qu'ils échangent avec le Royaume-Uni ou pas, ça ne devrait pas forcément avoir des conséquences très fortes sur le marché européen. Et puis après, il faut voir effectivement sur quels produits ça va se passer, quoi. On a Rubin qui nous dit bonjour, avez-vous des éléments d'analyse de cette conjoncture pour les filières bio? Alors sur les matières premières, là, on n'a pas mis de détails pour les filières bio. Alors c'est plus compliqué sur les matières premières parce que les cotations bio, elles sont sur des petits volumes, donc c'est un peu plus, comment dire, un peu moins, enfin, on peut moins en faire une agglomération pour l'ensemble de la filière. Par contre, il y a bien sûr des indices ITAVI bio qui existent, hein, donc vous pouvez vous y référer. Et puis tout à l'heure, par contre, sur la consommation des produits bio, mais là, plus voilà, sur les consommations de volailles de chair ou autre, on fera un petit focus sur les filières label et bio. Anne-Cécile Motet nous dit pouvez-vous détailler un peu les conséquences sur les échanges des grands parentaux? Y a-t-il des risques pour remplir les bâtiments chez nos éleveurs? Alors là, en fait, la grande difficulté, c'est comme pour l'instant, ça change tous les 2 jours, il faudra voir si les droits de douane vont être vont vraiment réellement s'appliquer, puisque vous avez sûrement vu le côté girouette de Donald Trump, qui fait que quasiment tous les droits de douane qu'il a mis en place, ils ont été, alors pas forcément supprimés, hein, mais en tout cas réduits, etc. Et donc là, actuellement, l'Union européenne est en train de réfléchir filière par filière sur les conséquences des différents droits de douane imposés par les États-Unis et sur le retour sur quels produits elle va mettre en retour des droits de douane. Il y a eu beaucoup de questions, notamment autour des spiritueux, on pense au cognac enfin, et au bourbon côté américain. Et donc, effectivement, il y a des filières qui essayent de pointer du doigt, en tout cas de dire à la Commission européenne d'être extrêmement vigilante sur les impacts sur certains marchés d'export. La génétique est un gros marché d'export pour les Européens, que ce soit génétique aviaire ou d'autres génétiques. Donc, il n'est pas impossible que dans les exemptions, cette filière-là soit concernée. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de spécificité de savoir si ça va être concerné ou pas. Donc là, à court terme, c'est difficile de dire s'il va y avoir des conséquences, mais on sait que c'est des marchés, en tout cas, qui sont très liés aux exports. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on ne pouvait plus exporter, alors il n'y a pas que les États-Unis non plus comme zone d'export de nos produits, mais si demain on ne pouvait plus exporter toute la génétique, ou au contraire, il pourrait plus y avoir n'importe de génétique, c'est des marchés qui sont quand même très liés aux marchés mondiaux. Donc ça peut, enfin en tout cas, on ne peut pas faire tenir la génétique française, par exemple, qu'avec uniquement le marché français. Ils ont les pouvoirs français et les sélectionneurs français, ils ont besoin de leur marché à l'export pour équilibrer, on va dire, leur chiffre d'affaires pour que ce soit tenable. Donc, ils ont besoin de cet export. Après, il n'y a pas que les États-Unis. On ne sait pas forcément si ça va être exempté ou pas. Donc là, je ne pourrais pas me prononcer sur les conséquences directes de cet effet-là, mais c'est quelque chose à suivre, en tout cas, de près.
Carole Cornu nous pose une question, hein, il faudrait un petit peu une boule de cristal, mais est-ce que Lucas va rouvrir ses importations de viande de canard français vacciné? Alors, peut-être que Mohamed et Mathieu, s'ils sont là, pourront corriger, mais pour moi, il y avait déjà eu des réouvertures là dernièrement à vérifier. Pas Mohamed. complète, oui, pas complète, Euh, il me semble. ouais. Donc, alors après, il y a un autre effet. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur l'IAHP, il y a d'autres pays qui sont en train quand même d'envisager la vaccination, et on pense notamment aux États-Unis. Si les États-Unis demain vaccinent, et qu'ils ont par exemple des échanges avec notamment le Royaume-Uni, c'est fort probable que plus il y a de pays qui vaccinent, plus la diplomatie sanitaire et le fait de pouvoir exporter des produits de pays où la vaccination existe soit facilité. Donc là encore, ça va dépendre aussi beaucoup des acteurs majeurs, dont les États-Unis, de savoir s'ils vont ou pas vacciner. S'il y a d'autres pays européens aussi qui vont vacciner comme la France l'a fait, ça devrait quand même faciliter les exports, notamment de canards. Regardez dans le chat, hein, Mohamed complète certaines réponses. N'hésitez pas à lire ce qu'il a pu écrire. Moi, j'ai une autre question. Si tout le monde se rabat sur le soja sud-américain, est-ce qu'on a un risque finalement de pénurie à un moment donné, si tout le monde va dessus? Oui, effectivement, c'est ça la difficulté. Alors là, pour l'instant, on a dit les prévisions, en tout cas, de récolte, etc., sont plutôt bonnes, parce que le Brésil, hein, pour rappel, avait subi quand même des intempéries climatiques, notamment l'année dernière, et donc, aucun pays n'est à l'abri quand même d'aléas climatiques en ce moment. Mais donc, pour l'instant, c'était plutôt favorable. Effectivement, s'il y a une tension un peu tous les pays importent un peu de la même zone, il peut effectivement y avoir des impacts. Pour rappel aussi, on n'a pas mis dans ce webinaire-là, mais on l'avait mis dans le Webeco précédent, au niveau européen, il y a le RDE, hein, le règlement quand même aussi sur la traçabilité des produits qui peuvent potentiellement causer de la déforestation. Si par rapport à d'autres zones, on est, on va dire, plus compliqué pour exporter le soja que des pays qui sont moins regardants sur les impacts de déforestation, ça peut être aussi un effet domino qui fait que ce serait moins intéressant d'exporter vers l'Union européenne que vers d'autres zones du monde. Donc il y a tout ça à regarder. Après, si les États-Unis, mais c'est pour ça que comme ça change tous les 2 jours, si les États-Unis d'un seul coup n'arrivent plus à exporter leur soja, c'est fort probable qu'il y ait des accords qui soient à nouveau passés. Comme il a l'air de changer très facilement son fusil d'épaule, Donald Trump, c'est pas impossible qu'il y ait des accords prioritaires, et du coup certains pays pourraient peut-être réimporter du soja nord-américain. Donc c'est vraiment à suivre presque au jour le jour, et c'est difficile de se projeter puisque c'est un peu imprévisible et pas forcément rationnel. Et cette imprévisibilité, justement, qui perturbe les marchés, est-ce qu'à un moment donné, ça va se tranquilliser, on va s'habituer au fait de ne jamais savoir ce que va faire Donald Trump ou pas, ou ça risque de continuer à monter, à monter? Alors pour l'instant, ça change tellement tout le temps que je pense que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc les marchés n'aiment pas du tout ce climat d'incertitude, et c'est plutôt globalement mauvais pour l'économie mondiale, pour les échanges. Par contre, un autre effet peut-être indirect, c'est quand même de renforcer, et il y a eu déjà la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid qui renforce un peu le besoin de sécuriser nos approvisionnements, et notamment la question de la souveraineté, hein, qui revient souvent, que ce soit nationale ou européenne. Il y a la question de l'Ukraine qui est à nos portes, qui peut aussi, alors c'est pas forcément sur le soja, mais par exemple sur le tournesol iPro, enfin bref, sur d'autres sources de protéines végétales. Et donc l'intérêt de pas mal de pays, c'est commencer à regarder quand même si on peut être un peu plus autonome. C'est des questions qui datent depuis très très longtemps, hein, mais l'autonomie protéique, c'est pas un sujet nouveau. Mais en tout cas, on va dire que ça se renforce dans ces systèmes un peu mouvants. Si on était capable de produire plus de protéines pour nos besoins, notamment les besoins de nos animaux, on serait moins regardant sur les marchés, moins impacté par l'évolution des marchés mondiaux, etc. Donc, sur tous les projets, il y a plein de projets encore, Cap Protéines ou autres, sur essayer d'avoir des systèmes qui consomment plus de protéines, soit d'autres sources de protéines que le soja, soit du soja. Je vois qu'il y a une question sur le soja français. C'est vrai que tout ça, ça renforce quand même les effets sur essayer de développer des filières, que ce soit nationales ou européennes, de protéines. Donc ça peut avoir des effets plutôt positifs, on va dire, en termes de souveraineté ou d'autonomie sur les matières premières végétales riches en protéines.
On n'a plus de questions sur cette séquence. On va pouvoir continuer. Alors maintenant, on va passer du coup à la consommation. Et alors là, cocorico, parce qu'en 2024, il y a quand même une nouveauté dans le paysage de la consommation de viande. C'est que pour la première fois, la consommation de viande de volaille a dépassé la consommation de viande de porc, qui était historiquement en France la première viande consommée. Pour rappel, hein, au niveau mondial, ça faisait déjà depuis 2016 que la consommation de viande de volaille était devenue la première viande consommée au monde, mais ce n'était pas encore le cas en France. Et donc, depuis l'année dernière, c'est devenu le cas, avec donc 31,8 kg par an par habitant de viande de volaille consommée, quand le porc est à 30,9 kg et la viande bovine à 20,8 kg. Donc ça, c'est quand même la première nouvelle sur la consommation, c'est cette première place prise par la viande de volaille. Et en fait, derrière la viande de volaille, et ça on le rappelle à chaque WebEco, c'est vraiment l'hégémonie, on va dire, du poulet, puisque la locomotive de la consommation de viande de volaille, c'est vraiment le poulet qui a, lui tout seul, dépassé les 25 kg par an par habitant, avec 25,1 kg par an par habitant en 2024, sachant qu'en 2014, on était à 16,4 kg par an par habitant. Donc ça fait 870 grammes. Chaque Français consomme 870 grammes de plus de poulet chaque année. Donc il n'y a aucune autre viande qui a un tel dynamisme de consommation. Alors pourquoi le poulet? C'est pareil, c'est des choses qu'on connaît bien maintenant, mais pourquoi les consommateurs, les Français consomment de plus en plus de poulet? Déjà parce que c'est une viande qui est peu onéreuse, donc en termes économiques, et notamment dans l'inflation qu'on a pu connaître ces dernières années, ça a tout son avantage. Il n'y a pas d'interdit religieux, c'est consommé par toute la population. Que les gens qui ne consomment pas de viande, qui peuvent ne pas consommer de poulet, mais il n'y a pas d'interdit religieux particulier. Il y a une image santé sur les viandes blanches, qui sont des viandes plus maigres, qui est aussi un impact positif sur la consommation de viande de poulet. C'est très utilisé en restauration hors domicile. Il y a beaucoup de concepts, d'enseignes qui font des choses autour du poulet frit, etc. On voit des enseignes dans toutes les villes qui se développent. C'est vraiment un produit très, très consommé dans la restauration commerciale, et sous plein de formes différentes. Il y a l'aspect aussi environnemental qui est souvent mis en avant par des consommateurs. Et donc tout ça fait que le poulet a vraiment le vent en poupe et est quasiment irrattrapable sur sa croissance. Et en fait, quand on regarde sur la consommation de viande totale, si on compare les viandes les unes par rapport aux autres, si on regarde, là, donc vous avez en violet, enfin, je sais pas, en vieux rose, le 2024 versus 2023, et en jaune, 2024 versus 2019. Donc, si on regarde que sur une année, donc sur la partie rose, on voit en fait qu'il y a une baisse de consommation dans toutes les espèces autres que la volaille, donc le porc avec moins 3%, le bœuf à moins 9%, les ovins caprins, alors qu'ils sont déjà en plus petite quantité consommée à moins 12%, alors que la volaille, elle est à plus 12%. Et le poulet seul, il est à plus 25% sur ce pas de temps. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le Français consomme pas moins de viande au niveau global, puisqu'on voit 2024 par rapport à 2019, il est même à plus 1%, donc c'est presque à l'équilibre, mais légèrement en hausse. Et en fait, c'est le poulet quasiment à lui tout seul, enfin la volaille, mais avec principalement le poulet, qui compense la baisse dans toutes les autres catégories de viande. Et donc, voilà, quand on raisonne globalement, on voit que finalement, c'est assez flat comme tendance. Mais si on regarde à l'intérieur, ça bouge quand même de façon assez rapide en plus, puisque 25% en 5 ans, c'est énorme. Alors là, si on regarde juste sur l'année, sur les données Kantar pour France Agrimaire d'évolution des prix et des volumes sur 12 mois, donc l'année complète 2024 par rapport à l'année complète 2023. Alors là déjà, et on l'avait déjà cité lors du précédent WebEco, parce qu'on avait déjà cette même forme de graphe, il y a le canard, forcément, on voit l'histogramme du canard en volume qui est très, très, très fortement vers la droite, qui est un peu, pas un artefact, mais qu'il faut prendre quand même avec un peu de recul. C'est juste que par rapport à 2023, qui était une année quand même atypique pour la consommation de viande de canard, atypiquement basse pour la consommation de viande de canard, on a plutôt un effet rattrapage. Et la consommation 2024, c'est
en fait, seulement les 2/3 d'une consommation habituelle, on va dire, avant les effets IHP, avant les effets, de crise qu'on a pu connaître. Donc c'est juste que le canard revient dans le jeu, alors qu'il avait été un petit peu écarté, notamment en 2022 et 2023. Sur les volumes des autres volailles, on voit que tout est en progression, hein, donc tous les histogrammes, on va dire plutôt couleur noire, là, sont vers la droite, à l'exception de la patade, qui représente plus qu'une petite partie de la consommation totale. Et par contre, sur les prix, donc les histogrammes en turquoise sont plutôt tous vers la gauche, donc avec une baisse des prix, qui est liée directement notamment à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, sur les indicateurs, notamment les prix des matières premières, les indices TAVI qui sont plutôt en baisse, font qu'il y a une répercussion, sur le prix de vente, consommateur, et donc l'ensemble des prix des volailles sont plutôt en baisse. Pour rappel, hein, le poulet, on le reverra tout à l'heure, c'est quand même 80%, plus de 80% de la consommation, totale, donc un plus 2% sur le poulet a pas mal d'impact, sur la consommation totale de viande de volaille. Ça, c'est quelque chose qu'on montre aussi, régulièrement, hein, c'est sur la répartition des types d'achat de poulet entre le poulet prêt à cuire, le poulet entier, les découpes fraîches ou les élaborés et charcuteries de volaille qui sont ensemble là sur ce graphe. On voit que le poulet, il est consommé de moins en moins, et ça, c'est pas une nouveauté, sous forme entière, hein, donc c'est la partie tout en bas du graphe, en noir. Même si on regarde avec un peu plus de précision, on perdait entre 2, un peu plus de 2 points par an. Et là, en 2022-2023, on passe de 16,2 à 15,7, on passe ensuite de 15,7 à 15,2, donc on n'est plus qu'à un demi-point de baisse. Donc on a l'impression quand même que, même si ça continue à baisser, et vraiment on a une espèce d'atterrissage de la courbe qui laisserait peut-être à supposer qu'on atteint une espèce de plancher sur la consommation d'entier. Et puis l'équilibre avec les découpes et les élaborés aussi, qui du coup sont un peu plus, se maintiennent un peu plus par rapport à la forte évolution qu'ils avaient eue, notamment dans les années 2000-2010, avec la forte baisse de la consommation d'entier. Alors le poulet entier, hein, juste pour résumer, du coup en 98, c'était plus de 50% du poulet qui était consommé sous forme de poulet entier, alors qu'on n'est plus qu'à 15% aujourd'hui. Sur les découpes, c'est un peu la traduction de ce qu'on vient de voir juste avant. Donc il y a une évolution plutôt positive des découpes. Si on regarde la première ligne, le poulet découpe dans son ensemble, il est plutôt en croissance encore en 2024 par rapport à 2023, là sur les données Kantar de l'année passée. Il y a les découpes certifiées qui augmentent beaucoup, mais bon, il faut prendre avec aussi un peu de recul par rapport à leur volume total. Et puis par contre, l'ensemble des prix, donc en turquoise, qui baisse. À noter aussi quand même, tout à l'heure il y avait des questions là sur la bio, en label rouge et bio, c'est quand même les 2 segments sur lesquels il n'y a pas d'augmentation des volumes sur les découpes, alors que c'est le cas pour les autres segments de marché. Donc c'est quand même une difficulté d'avoir du mal à développer la vente de ces produits découpes sur les filières sous signe officiel de qualité. Sur le poulet pack, on l'a dit, globalement on en consomme moins, c'est le cas sur la première ligne, on voit le poulet pack dans son ensemble, il est plutôt en baisse. Et le certifié, alors en poulet pack, on voit qu'il est plutôt dynamique, on voit aussi que sur le poulet pack, il y a de plus en plus de familles, etc., qui peuvent acheter du poulet qui n'est pas forcément du poulet label rouge ou autre, qui était pourtant très majoritaire dans les volailles entières précédemment, enfin qui est encore majoritaire d'ailleurs, mais qui a perdu un peu son poids historique. Et par contre, sur la bio, vous voyez l'évolution en volume qui est quand même encore en forte baisse sur 2024 par rapport à 2023. Et sur les prix, on a une baisse des prix qui est quand même importante, et même relativement plus importante que sur d'autres segments de consommation. Un driver de l'évolution de la consommation, si on regardait que la consommation à domicile, même sur le poulet, on n'aurait pas du tout les tendances qu'on a pu voir tout à l'heure avec le plus 25% de poulet consommé là en 5 ans. Ce qui explique notamment cette forte évolution de la consommation de viande de poulet, c'est vraiment la proportion de poulet, de viande de volaille, mais notamment de poulet, qui est consommée en restauration hors domicile. Et notamment avec, on le disait, le développement de pas mal de chaînes, alors de restauration rapide ou plutôt on va dire des chaînes de restauration hors domicile, mais très abordables, hein. Ça reste aussi
un avantage sur le prix, que le poulet arrive à se distinguer des autres espèces animales. Et donc la proportion de volaille de chair qui est consommée en restauration hors domicile, elle a gagné encore 2 points l'année dernière, 2024 par rapport à 2023, donc on arrive à 37%, donc c'est énorme, de la consommation qui se fait hors domicile. Et c'est ça qui permet, c'est vraiment le relais de croissance par rapport à la consommation, pardon, à domicile, qui elle n'a pas du tout la même tendance d'évolution. Et sur cette hégémonie du poulet, donc là on avait fait une projection en 2033. La viande de poulet, dans la consommation, elle était à plus de 80% en 2023, elle devrait être à 85% en 2033, donc elle ne cesse de prendre des parts aux autres espèces de volailles. Et on se rapproche aussi en fait de ce qui se passe dans les autres marchés, notamment dans les 2 zones du monde, que ce soit Europe, États-Unis, Amérique du Nord, tous les pays un peu occidentaux, qui ont une consommation de viande de poulet qui est entre 85 et 90% de la consommation totale de viande de volaille. Et ben on voit que la France en fait se rapproche du dominant au niveau mondial. Voilà pour cette deuxième partie. Eh bien, maintenant, on attend vos questions. On en a déjà une qui est très intéressante. Anne-Cécile Mottet nous demande quel est le lien entre l'évolution de la démographie en France et les produits consommés, entre autres élaborés. Alors, je ne suis pas sûr de tout comprendre dans la question, savoir si c'est... Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que le consommateur français, alors ça, on peut creuser dans les données Kantar, on peut creuser un peu le profil de consommateur et aller regarder derrière l'ensemble des Français, quelles sont les catégories, soit socio-professionnelles, soit entre ruraux versus citadins, soit par rapport aux régions, etc. Enfin, on peut creuser un certain nombre d'éléments et creuser un peu plus le profil des consommateurs. Et en fait, ce qui se passe, et c'est pas une surprise, parce que je pense que tout le monde peut le voir un peu au quotidien, c'est que globalement, le consommateur, notamment, on va dire les familles avec des jeunes enfants, etc., ils ont tendance à privilégier les produits avec beaucoup de praticité, au détriment de produits qui sont un peu plus longs à cuisiner, on va dire, qui sont encore très présents dans les ménages avec une moyenne d'âge plus élevée. Et donc, plus on va dire, dans le rajeunissement continu de la population, ceux qui arrivent, on va dire, dans les nouveaux ménages qui vont se mettre sur le marché de la consommation, ils vont consommer tous ces produits très, très pratiques, et du coup, qui profitent plus, justement, aux élaborés. Ça va être les cordons bleus, les nuggets de poulet, la charcuterie de volaille, etc., qui est extrêmement consommée par ce type de profil de consommateur. Et le poulet entier, qui, on le sait tous, était plus consommé par une partie de la population qui plus âgée, voilà. Et donc, en fait, voilà, qui prend plus ce sang-là de cuisiner et qui sait aussi cuisiner, parce qu'il y a aussi peut-être toute une partie de la population qui ne veut pas forcément, qui ne cherche pas forcément à cuisiner, qui cherche vraiment que le côté. Attention, vous entrez sur une pente glissante là. Il y a beaucoup de jeunes qui cuisinent très bien quand même. Ouais. Non, mais j'espère. Mais pour l'instant, le temps de préparation moyen des repas est plutôt en baisse globalement, structurellement. Le temps moyen de préparation des repas, il est en baisse en France. Les études le montrent. Mais effectivement, ça n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent se remettre à cuisiner des émissions culinaires, c'est développé. Non, mais globalement, c'est ça. C'est le temps de préparation des repas et des plats plus faciles à manger qui fait que ces produits-là se développent énormément. Et moi, je me demandais justement, est-ce qu'on a des chiffres qui corroborent cette idée du poulet entier, c'est le poulet du dimanche, ou alors c'est le poulet des fêtes? Est-ce que, par exemple, on note plus de ventes le vendredi? Ou alors, est-ce que pendant les fêtes ou les vacances, on vend plus de poulet entier que de poulet découpé? Alors sur les semaines, je ne suis pas sûr que ça soit très lisible, parce qu'en plus les gens, entre le temps où ils font leurs courses et il peut y avoir un petit décalage. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est la saisonnalité, et là c'est le cas notamment de toutes les volailles festives. Alors là, c'est pas forcément que le poulet, ça peut être la pintade, le canard, le chapon, qui sont vraiment les volailles festives, où là on voit vraiment... justement, il y a un peu une concurrence pendant les fêtes, du coup. Est-ce que le poulet tire... comment on le voit, ça?
Bah, en fait, là, on Comment on pourra voir l'observe? tout à l'heure quand on regarde la production. Sur le poulet, globalement, on voit pas, quand on regarde la saisonnalité, on voit pas l'effet qu'on a justement sur les filières qui sont enfin pas que, mais très majoritairement sur de la volaille festive. La pintade, le canard, je disais, on voit vraiment sur le mois de décembre, par exemple, toute la période des fêtes, où là, ça augmente très, très, très fortement. Sur le poulet, en fait, comme il est consommé sous plein de formes différentes, on voit pas forcément là dans les chiffres qu'on présente ce type de différence. Et après, sur le poulet entier, est-ce que ça, je sais pas si Mohamed peut-être a des éléments. Est-ce que si on regarde que le poulet entier sur la saisonnalité, est-ce que peut-être on peut retrouver aussi des effets par rapport au mois de décembre ou au mois où il y a plus de ça, je ne saurais pas dire là avec les chiffres qu'on a. Sur les autres espèces, ça se voit vraiment, c'est très marqué parce que là, on a vraiment, ça se voit même sur les abattages qu'on verra tout à l'heure. C'est vraiment la fin d'année est majeure pour ces productions-là. Mmh. On a le Guélec qui nous pose une question. Alors, il y a un mot qui n'est pas entier. Donc, genre, comment expliquer la hausse alors j'imagine que c'est de coût de la volaille et le décalage de la perception des Français sur la nécessité de consolider notre production française, c'est-à-dire construire des poulaillers pour produire et fournir français. Alors oui, alors ça c'est tout le paradoxe, mais il s'exprime à plein de niveaux différents entre, on va dire, le consommateur et le citoyen. Donc le consommateur, effectivement, il privilégie la viande de volaille pour tous les aspects dont on vient de parler. Quand on va l'interroger d'ailleurs, il va dire aussi qu'il préfère consommer français. Tous les sondages aussi montrent qu'ils sont plutôt attachés en vol. La PVF, l'Association de promotion de la volaille française, pardon, ils montrent souvent des sondages où on voit que les Français sont très attachés à l'origine France, etc. Dans les actes d'achat, ça se voit pas forcément toujours aussi immédiatement. Alors, peut-être plus en volaille entière, où là, il y a quand même peu d'imports, mais dès qu'on arrive justement sur des élaborés ou autres, le taux d'importation est beaucoup plus élevé. Et puis, par contre, quand il faut construire effectivement des poulaillers à côté de chez soi, là, il y a beaucoup moins de Ah oui. volontaires. C'est pas le cas que pour la volaille, hein, c'est le cas pour l'élevage en général ou pour l'agriculture. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et là-dessus, justement, il y a aussi, là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a dans la LOA, la loi d'orientation agricole, il y a aussi des dispositions qui, pour l'instant, ne sont pas sûres de passer. Hein. Il y a pas mal de retours en arrière, mais il y avait des propositions, en tout cas, pour essayer de limiter les recours en cas quand il y a un contentieux sur un nouveau bâtiment d'élevage et que les voisins ont le droit, bien sûr, de faire des recours, mais que ça soit limité dans le temps et puis que ça permette quand même de lever un certain nombre de freins, parce qu'il y a des poulaillers, des fois, qui mettent des années à sortir de terre parce qu'il y a tellement de recours, quoi. Donc effectivement, là, c'est tout le paradoxe qu'on retrouve à plein de niveaux entre le consommateur dans son acte d'achat et puis le citoyen voisin qui veut bien, mais pas chez lui, quoi. Et ça, c'est Ouais. malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas, enfin malheureusement, c'est une réalité, c'est pas spécifique du tout à la viande de volaille. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il y avait des moyens un petit peu pour encadrer, enfin, il y a bien sûr des réglementations à respecter, hein, ça c'est bien, bien normal, mais en tout cas, il faut quand même peut-être voir comment on peut limiter les recours abusifs que peuvent connaître certains éleveurs et qui peuvent les décourager, quoi. Alors qu'on voit effectivement qu'il y a besoin de pouvoir produire la viande de volaille en France, quoi. Catherine nous demande quel chiffre sur la production de poulet standard conventionnel en France et pourquoi importe-t-on ce type de poulet qui est normalement plus simple à produire? Alors, la réponse est aussi dans la question, c'est aussi parce que c'est plus simple à produire et parce que tout le monde en produit que c'est plus facile d'importer. On ne va pas importer de poulet bio ou label rouge parce que déjà, du label rouge, il n'y en a qu'en France, par exemple. Et puis des poulets bio, ça n'aurait pas forcément d'intérêt d'importer des poulets bio qui ne seraient pas si concurrentiels que ça. Alors que sur le standard, les gros pays exportateurs savent produire du poulet standard avec des coûts bien moins élevés que les nôtres, avec des règles de production, des normes de production qui ne sont pas non plus les nôtres, hein. Et donc c'est vraiment le poulet qui est le plus facile à échanger. Alors on l'a pas mis là, mais on pourra le rajouter, on pourra rajouter une diapo, hein. On suit le pourcentage de poulet standard par rapport aux autres segments de production. Donc on pourra le rajouter pour montrer effectivement que la proportion de standard de tête, ça doit être à 76%. Pareil, les collègues pourront corriger si ce sont des chiffres plus récents en tête. Mais donc le standard prend de plus en plus de poids aussi dans la production totale de poulet en France. C'est pas non plus que à l'extérieur de nos frontières.
Moi, je me demandais s'il y avait d'autres pays qu'on peut comparer à la France et qui viennent de basculer comme nous, en poulet, number one. Bah, en fait, il y a peu de pays quand même qui avaient une telle diversité de consommation. Il y a, les pays qui peuvent peut-être se rapprocher le plus d'une consommation aussi diversifiée d'espèces, ça va être plutôt peut-être des pays d'Europe de l'Est, et cetera. Mais les pays, on va dire, nord-européens ou nos voisins, Europe occidentale ou centrale, ils sont plutôt quand même, déjà beaucoup sur poulet d'Inde, mais la consommation de pintade, de canard et cetera, c'est quand même très franco-français quand même. Je dis à l'exception peut-être de pays, type Roumanie, Hongrie ou autre. Donc il y a pas vraiment d'équivalent, dans les pays, proches, on va dire même culturellement de la France par rapport à cette consommation diversifiée d'espèces, quoi, qui est souvent d'ailleurs, mise en avant, hein, dans les filières françaises, quoi. Mmh. Eh bien, s'il y a plus de questions, ah, quelqu'un est en train d'écrire, donc on a peut-être une question qui va arriver. Ou alors c'est peut-être Mohamed qui est en train de compléter une question. On va attendre peut-être une petite seconde. Ah, voilà, Carole qui nous dit: «Quelles sont les tendances prix en 2025? On parle d'une revalorisation du vif importante». Ah bon, bah, ça, du coup, on pourra, voir, tout à l'heure effectivement, dans les prix, on a les prix là des cotations notamment polonaises ou, nord-européennes et on verra effectivement qu'on atteint des records, sur le prix du vif. Mais ça, voilà, on aura le temps d'en discuter tout à l'heure dans la partie, européenne. Ah, Carole, elle est trop pressée. Eh bien, on va enchaîner alors. Alors sur la production française de viande de volaille, donc là, c'est les abattages, espèce, par espèce. Donc d'abord, toute espèce confondue, puis après espèce par espèce. Donc là, vous avez, sur, les pointillés sont en noir là sur 2025, sur le début d'année, de cette année et puis en rouge sur 2024. Donc globalement, on a une production qui est assez dynamique en volaille de chair, mais on verra avec des contrastes assez différents selon les espèces. On est revenu au rythme, à peu près de 2019, hein, donc avant, IHP, avant Covid et cetera. Donc la dernière année un peu qu'on prend souvent de référence avant, tous les aléas qu'on a pu connaître ces dernières années. La première chose à dire, c'est vraiment sur l'évolution du poulet. Donc c'est sur le graphe de gauche, vous avez l'évolution du poulet. Donc sur l'année 2024 par rapport à 2023, il est à plus 10%, ce qui est vraiment un montant énorme, sachant que c'est déjà sur des gros volumes. Il y a eu 5 mois au-dessus de 100 000 tonnes équivalent carcasse. Donc c'est vraiment des records qu'on n'avait pas connus depuis des années. Et quand on voit le début de 2025, donc c'est en noir là sur le graphe de gauche, on est encore au-dessus sur le début de 2025. Donc là, on a même le premier mois à plus de 110 000 tonnes équivalent carcasse. Donc le poulet est vraiment continue sa course folle, on va dire, avec des évolutions, enfin des pourcentages, que ce soit 2024 par rapport à 2023 ou 2024 par rapport à 2019 ou le premier trimestre de 2025. Tout est vraiment en hausse et avec des hausses quand même très significatives. Sur la dinde, et on verra sur les autres espèces, c'est quand même beaucoup plus à nuancer. Donc sur la dinde 2024 à 2023, c'est à peu près à l'équilibre. Mais si on regarde par rapport à la dernière année stable, c'était 2019, donc on a presque moins 20%. Donc la dinde, elle est plutôt quand même toujours en baisse. Et sur le premier trimestre de 2025 par rapport au premier trimestre de 2024, on est également plutôt en baisse. Sur le canard à rôtir, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu une espèce à regarder avec un peu de recul, puisqu'on avait quand même des années très très particulières, avec notamment l'effet IAHP sur cette filière-là. On est à plus 36,8%, donc 2024 à 2023, donc ça peut paraître très impressionnant, mais si on se compare par rapport à 2019, on est à moins 13,9%. Et donc là, si on regarde sur du plus long terme, il a quand même du mal à retrouver. Il y avait un rebond post-IHP, mais qui est quand même assez décevant, on va dire. Enfin, la reprise est quand même plus timorée que ce qu'on aurait pu espérer. Et là, le premier trimestre de 2025, alors il y a un effet stock, on verra juste après, qui peut peut-être expliquer ça, mais on est plutôt en forte baisse premier trimestre 2025 par rapport à 2024. Sur la pintade, pareil, si on regarde juste l'année 2024 par rapport à 2023, on pourrait dire qu'il y a plutôt une tendance positive, puisqu'on a plus 8,4%, mais si on regarde sur du plus long terme et par rapport à une année de référence, on est à moins 24,3%, donc c'est quand même une forte baisse. Et sur le premier trimestre, également, on est plutôt en baisse. Donc, hormis le poulet qui est vraiment très très dynamique, et puis sur des volumes qui n'ont rien à voir, hein, vous avez sûrement prêté attention aux échelles, mais on n'est pas du tout bien sûr sur les mêmes échelles entre pintade, canard ou dinde ou poulet.
on est, à des niveaux, vraiment records en poulet et on a l'impression que l'année 2025, en tout cas le début de l'année 2025 s'annonce encore sous des nouveaux records à atteindre. Sur le canard, je le disais, il y a quand même une petite chose, spécifique à retenir, c'est qu'avec, ça a été cité tout à l'heure, hein, notamment la fermeture du marché, Royaume-Uni, enfin le Royaume-Uni qui avait fermé ses frontières, aux importations de canards à rôtir, fait qu'on a d'autant plus stocké, sur le canard et donc comme on a des niveaux de stock élevés, forcément ça peut avoir des effets, collatéraux sur la production, notamment sur le début de 2025, avec encore tout ce qu'on a en stock. Des chiffres qui avaient été, que Mohamed a travaillé, que je trouvais intéressant de vous présenter, parce qu'on voit, enfin on entend souvent parler, mais là ça permet vraiment de le montrer significativement. C'est l'évolution du poids moyen du poulet. Donc là, c'est tout poulet, tout confondu, en équivalent kilo, en kilo carcasse, sur du long terme, en fait, des années 2000 à aujourd'hui. Et on voit l'évolution quand même de l'alourdissement du poulet. Et donc, en gros, on le verra juste après, mais de la proportion de poulet alourdi ou poulet lourd qui prend de plus en plus d'importance. Alors, il y a vraiment un décrochage là en 2013, c'est notamment lié à la fin des restitutions aux exportations, quand la PAC mettait en place des mesures pour faciliter les exportations de poulet, où c'était un poulet quand même plus léger, et donc ce poulet-là a pas mal disparu suite à la fin des restitutions, et qui fait que la moyenne s'est retrouvée d'un seul coup en hausse très forte. Donc ça, c'est un premier effet. Et le deuxième effet, c'est qu'on a sur le poulet standard de plus en plus de proportions de poulets standards qui sont alourdis considérablement. Et donc le poids moyen des carcasses entre 2019 et 2024 a par exemple augmenté de plus de 10%, passant de 1,45 kg à 1,61 kg. Et la part des poulets lourds, donc les poulets qui sont supérieurs à 2,1 kg, est passée de 11% en 2019 à 19% en 2023. Donc on voit vraiment que c'est dans l'évolution de la hausse du poulet, c'est notamment ce segment du poulet lourd ou alourdi. Alors je fais le distinguo selon le poids, hein. On a un poulet un peu intermédiaire et puis un poulet plus lourd. Mais en tout cas, ces deux sous-catégories, on va dire, du lourd sont en fort développement. Et si entre 2014 et 2024, le nombre de poulets abattus a reculé de moins 0,3%, bon, c'est une faible baisse, mais le tonnage, lui, a progressé du fait notamment du poids moyen des poulets qui augmente, quoi. Donc c'est-à-dire qu'avec le même nombre de têtes, quasiment, on est capable de produire beaucoup plus, juste en allongeant l'âge des poulets, en les laissant se développer un peu plus, quoi. Et quand on regarde sur des projections, là, à 2033 également, la part du poulet lourd devrait se poursuivre. Donc le poulet lourd, là, donc vraiment le poulet lourd et pas le poulet un peu intermédiaire alourdi, le poulet lourd donc de plus de 2,1 kg, qui n'est pas hors SICO. Donc vous l'avez en bleu, vous voyez la proportion qui augmente considérablement. Et dans la hausse de la production de poulet, c'est vraiment ce segment-là qui se développe le plus et le plus rapidement. Pourquoi le poulet lourd? Tout simplement parce que c'est le poulet qui est le plus utilisé pour répondre aux besoins du marché qu'on a vu précédemment, donc c'est-à-dire tout ce qui est les besoins en découpe, que ce soit pour de la découpe fraîche, le ARHD, les élaborés de volaille. Comme on consomme de moins en moins de poulet entier, c'est de plus en plus de poulets lourds dont on a besoin. Ça permet de maximiser aussi la productivité, c'est-à-dire que, là on l'a dit, c'est avec un même nombre de têtes, vous pouvez augmenter le tonnage, ça veut dire que vous n'avez pas forcément... Alors, ils vivent un peu plus longtemps, donc vous faites un peu moins de rotation par an dans les élevages, mais vous avez besoin de moins construire de nouveaux poulaillers si vous arrivez à alourdisser globalement vos poulets. Donc ça, c'est un effet important. Et par exemple, le passage de 10% de poulets en production lourde permet d'augmenter le volume total de production de 4%, sans augmenter les effectifs de poulets au niveau national. Et à l'horizon 2033, on estime à peu près que la production de poulets augmentera de 22%. Et dans ces 22%, il y a 60% qui sont dus à l'alourdissement du poulet et le reste par une augmentation du nombre de poulets. Et on a aussi toute cette offre un peu intermédiaire de poulet alourdi qui est non sexé, qui n'est pas aussi lourd que celui dont je viens de décrire, mais qui se développe aussi. Et donc on voit que globalement, on a une tendance. Alors on était aussi en décalage par rapport à nos voisins européens et même au niveau mondial, avec des poulets globalement plus légers qu'ailleurs. Donc là aussi, on est un peu en train de se rapprocher de ce qui se fait dans les autres pays.
Autre sujet, qui nous paraissait aussi important de vous présenter parce que c'est quelque chose qui fait pas mal discuter, aussi dans la filière, c'est les grandes difficultés sur les poussins, enfin sur la disponibilité en poussins, liées en fait à une pénurie, d'œufs à couver et du coup après de poussins disponibles. C'est pas du tout une spécificité, française, hein, on a un peu ce problème au niveau européen et même un peu au niveau mondial. Donc, pour vous illustrer ça, là, on vous a mis le prix des œufs à couver, donc c'est des cotations nord-européennes. Et en fait, vous avez le montant il y a un an et le montant actuellement. Et donc, vous voyez que enfin, voilà, c'est une courbe très, très ascendante qui n'est pas du tout parallèle à ce qu'on a pu voir sur l'énergie ou sur les prix des matières premières. Hein. Donc là, vraiment, quand on regarde les intrants des poulaillers. Sur les autres, on a plutôt des baisses, hein, matières premières et énergie. Par contre, sur celui-ci, c'est vraiment très inflationniste. Qu'est-ce qui se passe en fait sur ce segment-là? En fait, il y a déjà beaucoup d'opérateurs qui n'ont plus de poussins disponibles et donc forcément il y a des effets dominos. Donc, on va mettre, par exemple, quand il n'y a plus de poussins disponibles, il y a certains qui ont pu remettre en place plutôt des dindonos, mais au bout d'un moment, c'est aussi les dindonos qui viennent à manquer. Et il y a un effet aussi, en fait, comme le marché de l'œuf, on le verra vendredi, est plutôt porteur des éleveurs de repros qui ont toutes les installations pour faire en fait de l'œuf de consommation, qui vont plutôt se tourner vers l'œuf de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend, qui est peut-être un peu difficile à chiffrer, mais en tout cas, c'est des retours qu'on a des professionnels, qui fait que, en fait, moins il y a d'éleveurs repros, plus ça accentue la crise sur la disponibilité des œufs à couver. Donc là, on voit qu'il y a un petit effet concurrentiel entre œufs à couver et œufs de consommation. Et puis, je le disais, c'est pas du tout une spécificité française. Il y a la Pologne qui est très touchée, il y a d'autres zones qui sont très touchées. Et puis, tout à l'heure, on a parlé aussi, potentiellement, il risque peut-être d'avoir en plus des effets couperets au niveau échanges mondiaux, qui devraient encore renforcer cette difficulté d'approvisionnement. Donc, on projette qu'en 2025, ce marché des œufs à couver et du poussin, globalement, devrait rester très tendu. Et juste pour illustrer, c'était au tout début de la slide, là, quand on augmente le prix du poussin là, de 6 centimes, c'est le coût de production global de la volaille qui peut augmenter d'environ 3%. Donc c'est quand même un intrant important de la production de poulet, quoi. Sur les signes officiels de qualité, on a déjà parlé dans les précédents Webeco qu'on avait atteint un espèce de plancher, c'est-à-dire qu'on était plutôt en dégringolade suite à l'inflation et la difficulté en fait des consommateurs à pouvoir se payer des produits sous signe officiel de qualité. On avait atteint un espèce de plancher. On est encore un peu à ce niveau de plancher, mais ça ne redécolle pas. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête la baisse, on arrête l'hémorragie sur ces deux filières, label rouge et bio, mais par contre, on a quand même pas des relais de croissance énormes. Sur le label rouge, sur tout 2024 par rapport à 2023, on est quand même à moins 1%. Et sur le poulet bio, on est à plus 1%. Donc, on est quand même vraiment juste flat et on a du mal quand même à redécoller. Donc, à suivre, hein, mais on verra si dans les prochains mois, avec des consommateurs qui sont peut-être en capacité de pouvoir repayer à nouveau des produits un peu plus onéreux, on arrive à retrouver un peu de la croissance sur ces deux filières sous signe officiel de qualité. Au niveau des échanges, au niveau des exports, alors là, en fait, on a un effet. Alors, on importe plus 3,3% en plus en 2024 par rapport à 2023. Et on exporte plus 8,5% 2024 par rapport à 2023. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on importe un peu plus et on exporte un peu plus? C'est tout simplement la dynamique de consommation qui fait que globalement, on a besoin de plus de viande de volaille, donc on va aussi en importer. Et comme on est aussi en capacité d'en produire plus, on a toujours un effet proportionnel. Plus on produit de viande de volaille, vu qu'on exporte beaucoup de coproduits de notre viande de volaille, des morceaux qu'on ne valorise pas en France, les pâtes, les coûts, etc., qui fait que dès qu'on augmente la proportion de poulet qu'on produit, on augmente dans la même proportion la partie qu'on exporte. Donc, quand il y a une production dynamique en France, il y a une exportation qui est dynamique, puisqu'il y a une corrélation forte entre les deux. Et sur la consommation, comme elle est aussi dynamique et qu'on n'arrive pas à produire tout ce dont on a besoin, on a aussi une importation dynamique.
Donc, qu'est-ce qu'on importe? Là, il y a une tendance de fond, hein, qu'on répète aussi régulièrement. Ah, je vois que ça a sauté, les chiffres ont sauté sur le graphe de gauche en passant dans le Click Meeting. On vous remettra ça au propre sur le diaporama qui sera envoyé. En gros, c'est quand vous voyez les pourcentages, enfin là vous ne voyez pas les pourcentages, mais quand on a les pourcentages, là où ça évolue le plus fort, en fait, c'est sur les préparations en relatif. Le filet reste majoritaire en volume, il est aussi toujours en hausse, mais relativement, la hausse est moins marquée que sur les préparations. Vous voyez, l'escalier est beaucoup plus marqué sur les préparations. Et sur le graphe de droite, là, vous avez l'évolution mensuelle. Et donc, vous pouvez voir depuis 2013 la proportion de filets qui est tout en bas en turquoise qui ne cesse d'augmenter, les cuisses qui se maintiennent plus ou moins, et les préparations qui sont en vert qui augmentent aussi de façon significative. Donc, vous avez deux effets. Les filets globalement qui représentent le plus gros des volumes de ce qu'on apporte, avec une dynamique aussi toujours positive. Mais celle qui augmente le plus rapidement maintenant, ce sont les préparations. Donc préparation, je vois la question, là je peux y répondre tout de suite. Préparation, c'est tout ce qui est la viande qui va être utilisée, notamment par exemple qui peut être mis saumuré en sauce avec des épices, etc. et qui va servir dans la préparation, par exemple, de plats préparés qui vont utiliser de la viande qui aura été préparée dans d'autres pays et qui sera incorporée dans des plats en France, par exemple. Alors, sur le solde commercial, et on verra aussi tout à l'heure sur le taux des importations sur notre consommation. Donc là, c'est le solde commercial en volume. Donc vous avez les exports en jaune et les imports en turquoise. On voit qu'en 2013, c'est là où il y a la bascule, c'est-à-dire où les imports passent devant les exports. Et puis du coup, le solde qui est en pointillé, depuis cette année-là, qui ne cesse de se dégrader en volume. Donc il y a déjà le premier effet volume, puisqu'on consomme de plus en plus de poulet, mais on n'en produit pas suffisamment par rapport à ce qu'on consomme, et du coup on en apporte beaucoup. Et l'autre effet aussi, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'en plus, dans ce que nous, on va exporter, c'est des produits plutôt à moindre valeur ajoutée. Et dans ce qu'on va importer, notamment le filet, c'est des produits à plus haute valeur ajoutée. Donc au niveau économique, ça se dégrade encore plus fort qu'au niveau volume, puisqu'on exporte plutôt des produits moins chers et on apporte plutôt des produits plus chers. Et donc la balance commerciale en valeur, elle atteint un déficit de 1,3 milliard en 2024. Donc c'est quand même très conséquent dans la balance commerciale, même française, ça pèse. Donc le rappel sur la consommation de viande de volaille, c'est que du coup l'origine France, qui était à 75% du poulet en 2000, est passée à 60% en 2010, et en 2024, on était à 52%. Donc la phrase maintenant que tout le monde a en tête, qu'un poulet sur deux consommé en France est importé. Voilà pour cette troisième partie. Voilà pour cette partie concernant les chiffres. Alors, il y a eu beaucoup de questions là qui sont tombées. Je vois que Mohamed a répondu aussi à plusieurs questions. N'hésitez pas à lire le chat. On a Rubin qui nous demande l'augmentation du poids par tête est liée à un abattage. Ah, ça a sauté, pardon. Est liée à un abattage. J'ai perdu la ligne. Ah voilà, plus important. Ou alors, est-ce que c'est lié au progrès génétique sur les souches utilisées, l'augmentation du poids par tête? Alors là, le premier facteur, c'est parce que c'est les animaux plus lourds, c'est des animaux qu'on garde plus long, qu'on fait vieillir un peu plus. Donc c'est vraiment d'abord le critère de l'âge. Après, effectivement, le progrès génétique ne cesse, mais ça, c'est pas vrai que sur le lourd, c'est vrai. Parce que c'est les mêmes souches qui vont, notamment, on peut penser au Ross 308, qui vont être utilisées pour le lourd. Donc, ce n'est pas une différenciation forcément de souche entre du poulet plus ou moins lourd, mais c'est juste une durée d'élevage plus élevée. Et globalement, effectivement, le rendement, mais ça c'est vrai pour toutes les catégories lourds ou pas lourds, le rendement carcasse est de plus en plus élevé grâce au progrès génétique. Donc la génétique continue de progresser sur tous les segments en fait. Une autre question qui porte sur l'augmentation du nombre de poulaillers dans les années à venir. Est-ce que c'est une réalité ou un souhait? Puisque, évidemment, il faut les trouver, les agriculteurs. Or, leur nombre diminue chaque année, et notamment d'ici à 2030, les estimations d'un grand nombre d'agriculteurs qui partiront à la retraite. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est une question pas facile. Alors ça, c'est plutôt côté interprofessionnel où il va y avoir où il y a des leviers qui essayent d'être activés. Donc déjà, le envol de l'interprofession volaille de chair,
L'objectif, hein, c'est d'installer 400 poulaillers de plus dans les 5 ans là. Donc ça, c'est le vœu, effectivement. Pour ça, en fait, il faut effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé un petit peu du sujet, mais il faut qu'il y ait des éleveurs qui puissent s'installer. Donc il faut voir au niveau un peu réglementaire, et cetera, si, s'il n'y a pas des choses à faire pour faciliter les installations. Donc il y a des questions parce qu'il y a, enfin, il y a pas mal de normes, et cetera, où certaines peuvent être un peu, comment dire, vu comme un frein par des potentiels repreneurs. Donc, à voir qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là. On pense notamment aux ICPE, les installations classées, et cetera. Est-ce qu'il n'y a pas des effets seuil qui pourraient être relevés pour faciliter les installations? Donc ça, c'est ce genre de discussion, en tout cas, que l'interprofession peut porter auprès du ministère ou au niveau aussi européen, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt gérées au niveau européen, mais en tout cas que la voix de la France soit entendue au niveau européen. Et puis des fois, quand il y a de la surtransposition, pardon, où les réglementations françaises peuvent être au-delà du droit européen, voir s'il n'y a pas possibilité de n'appliquer que le droit européen et pas de surtransposition. Et puis après, il y a l'attractivité du métier, c'est-à-dire qu'il faut quand même attirer aussi des jeunes, des potentiels repreneurs. Et donc ça, il y a pas mal de travaux, à mon avis, à conduire sur le sujet pour voir comment on peut attirer plus de jeunes dans ces filières. D'un point de vue formation, parce qu'il y a quand même très peu de formations aujourd'hui. Quand on fait une formation sur un parcours agricole, il y a très peu de modules volaille, il y a très peu de licences professionnelles spécialisées sur la volaille ou de CS volaille en France. Donc il y a quand même tout cet enjeu-là, quand même, être présent dans les formations, parce que si quand on fait sa formation, on ne parle jamais de volaille, ça ne veut pas forcément donner l'idée de s'installer en volaille derrière. Et puis après, quand même, je pense qu'il y a aussi des enjeux un peu de transparence sur la rémunération, de pouvoir montrer, de donner envie aux jeunes. Il faut leur montrer aussi ce que ça permet en termes de qualité de vie, en termes de qualité de revenus, ce que ça peut apporter. Et là, à mon avis, il y a aussi du travail à faire pour que ça soit plus communicant et que quelqu'un qui veut s'installer aujourd'hui en volaille, il sache combien ça va lui coûter de s'installer, parce qu'il y a quand même aussi le coût de reprise qui peut être quand même très élevé maintenant dans des bâtiments standards, notamment, ça peut être quand même des montants importants. Et puis combien il peut espérer en retirer rapidement, et puis savoir à quoi s'attendre derrière. Et bien sûr, il y a les OP, mais ça, elles font déjà pas mal de choses pour les organisations de production, pour faciliter, soit en faisant des aides aux bâtiments ou des surprimes quand il y a un bâtiment neuf ou autre, pour donner un petit coup de pouce ou pour consolider aussi les dossiers auprès des banques qui ont besoin aussi de garanties pour financer des projets qui peuvent dépasser le million d'euros parfois. Voilà. Et le fait d'être passé viande numéro 1, la volaille, ça va peut-être être aussi un argument, non, qui va attirer les jeunes, qui Ça, devrait. Oui, complètement. Le fait que la viande de poulet, elle vend en poupe, en plus, il y a pas mal de relais presse, quand là, elle est passée numéro 1, il y a quand même pas mal de JT qui en ont parlé, etc. Donc ça, clairement, c'est clair, c'est pour tout le monde, y compris jusqu'aux banquiers, on va dire, c'est quand même un avantage de montrer que c'est une filière qui a de l'avenir, parce qu'il y a une consommation qui est quand même... tous les voyants sont ouverts pour que la consommation continue de progresser. On a besoin beaucoup de standards, donc c'est aussi sur ce segment-là où il y a quand même des besoins d'installer de nouveaux poulaillers, parce qu'on l'a vu sur les signes officiels de qualité, c'est un peu plus compliqué, donc c'est peut-être plus difficile aussi d'installer des jeunes. Il en faut aussi, bien sûr, parce qu'il y a un renouvellement à faire. Mais en tout cas, d'installer des nouveaux poulaillers, ça va être surtout sur le standard où il y a des besoins. Mais effectivement, le fait que tous les voyants en termes de conso, le besoin de souveraineté alimentaire, bref, il y a pas mal de choses qui concordent pour... les planètes sont alignées, on va dire, pour que ça se développe. Après, il faut voir aussi, je disais, tout ce qui peut arriver en contrainte de l'autre côté, qui peuvent limiter l'enthousiasme de la consommation. Mais bien sûr. On a une question sur l'impact de l'influenza du poulet polonais, mais si je ne me trompe pas, on en parle à la suite. Ouais, donc on va en parler après, ouais. On ne va pas déflorer ça tout de suite. Une petite slide après, ouais, sur l'IHP, sur les cas polonais. Ouais. Alors moi, je me demandais si l'alourdissement du poulet, ouais, je vais y arriver, est-ce que c'est un levier qui permet de faire baisser le prix? Et si oui, dans quelle mesure finalement? Alors, comment on peut quantifier ça? Oui, alors oui, ça a un effet, parce qu'effectivement, le rendement, on va dire, quand on garde un animal quelques jours de plus, donc par exemple, le prix du poussin, il y a pas mal de choses qui vont être amorties, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme pour parler d'un animal, mais vous comprenez l'idée, sur un poulet qui est gardé plus longtemps, donc ça, c'est clairement un avantage.
Donc globalement, le poulet lourd, on va dire économiquement, c'est un avantage. Après, il est aussi surtout développé parce qu'on a vu sur les segments, notamment de RHD, etc., c'est ce type de poulet qui est nécessaire. Parce qu'après, l'autre intérêt d'avoir des meilleurs rendements, c'est aussi pour tout la partie abattage, découpe, où c'est plus intéressant. Par exemple, pour faire le geste de la découpe sur un poulet avec des plus gros filets, forcément, ça va. Donc, c'est un avantage économique et un avantage aussi technologique, on va dire, d'avoir des poulets plus faciles pour la découpe et pour les différents morceaux qui vont être utilisés derrière, quoi. Donc, oui, c'est un intérêt économique et puis un intérêt, je dirais, technologique pour la filière, quoi. Mais on ne peut pas chiffrer, du coup, à combien est-ce que ça. Enfin, en termes d'économie, combien ça représente? Je sais pas là si Mohamed et Mathieu, vous auriez des éléments pour montrer le différentiel. On peut montrer peut-être sur le prix d'un euro de carcasse différentiel. Je sais pas si vous avez ça sous le coude, mais oui, Ouais, on peut regarder ça. Et est-ce que cet alourdissement, il est équivalent, que ce soit du bio, que ce soit du label? Est-ce qu'on remarque aussi un alourdissement du poulet? Alors, l'alourdissement, c'est vraiment sur le standard, enfin le poulet lourd, tout ça, là, c'est vraiment sur le standard, hein. C'est un segment, un sous-segment, on va dire, du poulet standard. Les volailles label et bio, bon, déjà, on l'a vu tout à l'heure, elles sont très peu présentes enfin, beaucoup moins présentes en RHD, très peu présentes dans la restauration rapide. Il y a eu des choses de fait, hein, sur la restauration rapide. On a vu du label rouge chez certains acteurs il n'y a pas si longtemps, mais globalement, c'est pas trop là où elles ont des relais de croissance. Et elles sont plutôt sur la volaille entière. Donc il y a moins ce débat qu'on peut retrouver en standard. Il n'empêche que sur le segment de la découpe, si elles veulent réussir, on va dire, le pari de suivre l'évolution de la consommation dont on parlait tout à l'heure, où les consommateurs vont consommer de plus en plus d'élaborés de découpe, etc., les volailles sous SICO ont aussi intérêt à essayer de se développer dans ce segment-là. Mais pour l'instant, de toute façon, les volailles sous SICO sont globalement plus lourdes qu'un poulet standard classique. Et après, je ne sais pas d'ailleurs, au niveau cahier des charges, il y a peut-être aussi d'ailleurs des limites. Il faudrait revoir le cahier des charges spécifique, mais il y a beaucoup plus forcément de règles spécifiques dans des produits sous signe officiel de qualité. Donc c'est vraiment, voilà, pour répondre à la question, le poulet lourd, c'est vraiment plutôt un sous-segment du poulet standard et qui est lié notamment aux évolutions de la consommation qui ne sont pas les mêmes que pour les signes officiels de qualité, quoi. Et du coup, quelqu'un nous demande, le poulet lourd avec le ECC ou BCC, est-ce compatible, vu qu'il faut plus d'espace pour le poulet? Donc ça, on a la Ouais, il y a le cahier des charges European Chicken Commitment ou Better Chicken Commitment, ECC, BCC, là, il n'est pas incompatible avec du poulet lourd. Le cahier des charges permet de faire du poulet lourd. Enfin, je sais plus, ouais, c'était ça la question. Donc oui, c'est possible de faire de l'ECC ou du BCC avec du poulet lourd. Après, la question de densité là, des 30 kg du mètre carré, il faut l'appliquer, l'appliquer même si le poulet est lourd. C'est juste que du coup, il faut baisser le nombre d'animaux pour respecter cette densité de 30 kg. Alors, Guillaume March me dit, mais du coup, il faudrait moins de poulets en poulailler, donc moins de productivité au final. Eh bien non, puisque du coup, il y a plus de kilos. C'est ça, Simon. En fait, si on garde les poulets plus longtemps, en fait, ce qui se passe beaucoup, enfin, ce qu'on peut faire avec du poulet lourd, c'est qu'on va faire des détassages, c'est-à-dire qu'on va enlever alors, les poulets lourds sexés, notamment, donc vraiment les poulets lourds, parce que les poulets alourdis, on peut avoir du tout venant, enfin, mâle-femelle, mais sur des poulets plus lourds, on peut avoir du détassage qui permet, en fait, d'enlever une partie des animaux, par exemple les femelles, à partir d'un certain nombre de jours, qui permet de garder les mâles, tout en respectant la réglementation des 42 kg au mètre carré de densité. Donc, en fait, on peut par ce type de pratique, respecter bien sûr la réglementation et la densité maximale, tout en alourdissant les poulets, quoi. C'est juste qu'il faut enlever des poulets au fur et à mesure pour respecter toujours cette densité qui est une densité au kilo et pas en nombre d'individus. On a une question de Lola, mais alors je ne suis pas sûre de la comprendre. Ah mince, ça a sauté. Tac, tac, tac. Je ne la vois plus. Attendez. Ah voilà. Est-ce que les capacités d'abattage freinent la production de VVF, de vif peut-être? Si vous pouvez nous préciser votre question, Lola, parce que tu la comprends. Non. Lola, si vous pouvez nous préciser votre question. En attendant, moi, je me demande si on a des pistes pour équilibrer la balance commerciale ou est-ce qu'on est condamné à être déséquilibré comme ça?
Alors, on va dire revenir, enfin là, c'est un poulet sur 2 consommé en France qui est importé et on l'a vu avec des évolutions de consommation extrêmement rapides. Ça a été cité dans le chat, il faut installer des poulaillers. Il y a une volonté, là, on va dire interprofessionnelle, donc tous les maillons, on va dire, sont d'accord pour augmenter la production française. Mais même ça, l'objectif, enfin le souhait, c'est même pas de retrouver, 100 d'auto-approvisionnement, hein, c'est retrouver 20 points d'auto-approvisionnement. Parce qu'en fait, c'est là, le déséquilibre est tel que c'est quand même très compliqué de retrouver, un niveau vraiment à l'équilibre. Mais ça peut déjà, enfin voilà, si on arrive effectivement à construire, ces 400 poulaillers, donc enfin, il y a un autre chiffre qui est souvent accompagné, ça veut dire que c'est un poulailler, par an, par département à peu près. Enfin, ça paraît pas dans l'ordre de l'utopie, parce que c'est pas des grands nombres de poulaillers qui sont nécessaires pour retrouver déjà un peu plus de production, mais il n'empêche qu'on voit, vu les difficultés d'installer de nouveaux poulaillers, que c'est quand même pas un combat gagné d'avance, quoi. Alors Lola a précisé sa question. Elle nous dit, exemple local, dans les Hauts-de-France, les éleveurs abattent beaucoup en Belgique pour cause de manque de capacité d'abattage. Est-ce que c'est le cas ailleurs et quel impact à l'échelle nationale sur la production de VVF? Ouais, alors en fait, effectivement, sur les Hauts-de-France, c'est un peu une particularité, enfin, c'est notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, vraiment à la frontière belge, où il y a beaucoup d'éleveurs qui sont, avec notamment le groupe Lucon, qui vont travailler en fait avec des abattoirs belges. Et donc, c'est vrai que c'est un segment très particulier dans le paysage français, c'est un peu une exception. On n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs, même dans d'autres frontières, que ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, où c'est très majoritaire pour les éleveurs, notamment en standard. Donc voilà, ça c'est vraiment une particularité. C'est historique, hein, ça fait déjà depuis très très longtemps que c'est comme ça. Il y a des fois des projets, des projets d'essayer de relocaliser des abattages dans la région Nord-Pas-de-Calais, sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais, parce qu'en plus là, ça peut être des poulets donc qui sont élevés en France, qui sont abattus en Belgique et puis qui peuvent revenir en France après pour être consommés. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, on se dit qu'ils doivent traverser la frontière 2 fois, alors qu'on pourrait les abattre en France. Donc il y a des velléités, mais après on a, enfin on va dire une filière qui est très organisée, très structurée comme ça, qui fonctionne depuis longtemps, donc c'est pas si simple de mettre en place autre chose. En plus, en ce moment, c'est plutôt assez favorable de vendre avec les abattoirs belges, donc les éleveurs français n'ont pas forcément intérêt à vendre ailleurs. Donc voilà, je sais qu'il y a des volontés, hein, la région Hauts-de-France travaille un peu sur ces questions-là, mais pour l'instant, je pense que ça risque de rester comme ça. Et ça, on a les volumes moyens en tête. Mohamed pourra les repréciser aussi, les derniers, je ne sais plus si c'est 60 ou 80 000 tonnes par an qui transitent comme ça, de vifs, qui partent en Belgique et puis qui reviennent. Je ne sais pas sur les chiffres 2024 s'il a les derniers chiffres, mais dans l'ordre de grandeur, on sait les estimer, on sait l'impact sur la filière française. On va continuer, on va parler justement de la Pologne et de l'Ukraine. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Je crois que tout le monde est impatient de connaître les chiffres. Donc je continue effectivement sur le marché européen de la volaille. Donc par rapport à l'IHP, donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, on va dire, en France, puisque en fait, la France a été relativement épargnée ces derniers temps par l'IHP. Donc merci sûrement la vaccination, toutes les mesures de biosécurité. Donc c'est plutôt une satisfaction en France d'avoir réussi à contenir les quelques cas qu'il y a eu. Par contre, on voit dans d'autres pays, là on est sur les pays de l'Europe, hein, la Pologne notamment, qui a été quand même pas mal touchée. Depuis le 1er janvier 2025, il y a 133 foyers, il manque un petit S d'ailleurs, détectés en Europe. Donc c'est quand même pas négligeable. Et la moitié des cas en 2025 en Pologne, c'était des pondeuses. Donc les pondeuses sont particulièrement touchées. Et il y a eu des questions, alors là il y a une espèce d'accord qui a été trouvé, mais la Commission européenne à un moment se penchait sur la question d'interdire des exportations polonaises depuis 2 régions polonaises les plus touchées, que sont la Mazovie et la Grande Pologne, qui représentent ces 2 régions de Pologne 40% de leur production nationale. Bon, finalement, il y a des accords qui ont été trouvés avec enfin, voilà, des règles de biosécurité, etc. Mais on voit que c'est quand même, ils sont un peu quand même dans le collimateur et ils ont quand même des difficultés à sortir un peu de cette crise-là. Et puis on en parlait, on en parlera plus vendredi pour la partie des œufs, parce que c'est là-dessus que ça impacte plus, mais les États-Unis, où il y a eu quand même aussi pas mal de cas au niveau mondial.
et avec notamment des transmissions aux bovins, notamment aux bovins laitiers, et qui alerte un peu quand même, ça reste quand même une épée de Damoclès au-dessus de la filière. Donc pour l'instant, on va dire côté français, c'est plutôt rassurant, mais on va dire que c'est pas forcément un combat gagné d'avance. Et puis l'autre question, quand même, c'est le fait aussi de savoir si le changement, parce que là, la vaccination était prise en charge par l'État à 70%, le montant pris en charge va changer. Donc, c'est-à-dire que la filière va devoir plus prendre en charge elle-même la vaccination des canards. Et il faudra voir si ça n'a pas d'impact aussi sur un bon suivi de la vaccination. En tout cas, c'est un des arguments qui est mis en avant pour dire attention, si on change le modèle, il ne faut pas que ça détruise tout ce qui a réussi à être construit. Alors là, pareil, je ne sais pas pourquoi les cellules, on voit que le chiffre n'apparaît pas, donc on corrigera ça dans l'envoi. Sur les abattages, donc au niveau par espèce, au niveau européen, on a un peu la même chose, on va dire, que ce qu'on voyait tout à l'heure en France. On a un retour progressif de la production, avec des abattages dynamiques, et notamment on le verra, enfin on le voit là sur l'histogramme de gauche, sur le poulet. Mais l'offre globalement n'arrive pas à suivre la demande, donc il y a les marchés tendus. C'était une des questions du chat, on verra tout à l'heure sur les cotations. On est vraiment sur des prix de vif effectivement records, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend aussi régulièrement. Ah bah mince, tous les graphes ça a bougé. Donc sur les abattages de volailles globales, on est à plus 6%. Donc la Pologne, même si elle est touchée par la grippe aviaire, reste déjà le premier pays producteur de loin de l'Union européenne, et a encore des chiffres plutôt en hausse. Mais si on regarde l'histogramme orange, il est quasiment en progression dans la plupart des principaux pays producteurs. On l'a vu tout à l'heure pour la France, mais c'est le cas aussi pour l'Espagne, pour l'Allemagne, avec des pourcentages un peu différents, mais tout le monde est plutôt en progression. Et derrière les abattages de volailles, c'est surtout du coup les abattages de poulets, qui représentent déjà un gros volume du total, qui progressent fortement, avec en tête Pologne, Espagne, France, Allemagne, Italie, les principaux pays producteurs européens. Sur les abattages de dinde, c'est moins 1% au niveau global. Et là, on voit tout de suite, notamment au niveau Pologne, on voit l'escalier mais qui descend. La France, on l'a vu tout à l'heure, a été plutôt en progression par rapport à 2023, mais après, on l'avait vu tout à l'heure, par rapport à 2019, c'est quand même plutôt en baisse. Donc la dinde, on va dire, réussit à se maintenir, mais on est quand même en baisse sur des années, si on regarde sur du pluriannuel. Et le canard, il a retrouvé un niveau d'avant-crise d'avant-crise globalement, on est à plus 20% en 2024 par rapport à 2023, par rapport à la France. Mais je nuancerai un peu quand même ce titre par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'est quand même pas tout à fait quand même revenu à ce qu'on avait dans les années précédentes, même si ça a bien rebondi. Et là, la France est le premier pays producteur. On voit, tout à l'heure, on parlait des spécificités. On voit quand même le poids de la France dans le canard qui est quand même très loin de ses principaux challengers. Alors sur les évolutions effectivement du prix là sur le poulet, donc là vous avez le prix du poulet entier classe A en Pologne qui permet de voir un peu les évolutions de prix, puisqu'en France il n'y a pas de cotation, donc il faut regarder dans les pays qui font des cotations. Donc en 2025 c'est les pointillés. Donc on a dépassé les 250 € du kilo de carcasse, donc c'est des prix vraiment jamais atteints. Et la cotation a baissé, donc notamment celle qui est utilisée pour les pays, on parlait tout à l'heure des éleveurs par exemple du Nord-Pas-de-Calais là, qui sont avec des abattoirs belges, c'est le genre de cotation qui vont suivre. Et bah pareil, on a plus 54% par rapport à 2021. Et là, on est à 1,35 € du kilo de vif, quoi. Donc on est vraiment, quand on regarde par rapport aux années précédentes, alors 2019-2021, ça paraît très très loin maintenant, mais même par rapport à 2024, là, qui était en orange, ou 2023 qui est en rouge, on voit qu'on est atteint des niveaux qu'on n'avait jamais atteints. Et pour l'instant, la courbe, on n'a pas l'impression qu'elle va s'inverser. Sur les importations au niveau européen, donc le Brésil reste toujours ultra dominant par rapport à l'ensemble des pays qui vont exporter vers l'Union européenne. L'Ukraine, on va faire un petit zoom parce qu'on regardait beaucoup l'Ukraine parce qu'il y avait des progressions très très marquées. Donc, était devenu l'Ukraine le deuxième pays qui importe, depuis lequel importait l'Union européenne. Et donc l'Ukraine, ça s'est quand même ça a bien baissé, ça a bien eu un recul. Parce qu'en fait, on a eu moins 27% entre 2024 et 2023, donc on est revenu au volume de 2022. Vous voyez, on est à 160
13 000 tonnes versus 174 000 tonnes entre 2022 et 2024. Alors pourquoi? On le verra tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pays en fait qui n'importent plus du tout depuis l'Ukraine, et donc c'est un petit effet, comment dire? Un peu artificiel, le fait que c'est certains pays seulement qui n'importent plus depuis l'Ukraine. La Thaïlande est aussi, plutôt en dynamique, et donc les 2 autres, pays tiers qui exportent, on va dire beaucoup, donc Brésil et Thaïlande qui sont plutôt quand même encore dynamiques, et l'Ukraine qui marque vraiment le pas. Alors sur la part d'origine Ukraine, pour creuser un peu le sujet, là vous avez en pourcentage la part de chaque origine dans les imports de l'Union européenne. Le Brésil est tout en bas, donc il passe de 35 à 36 il a été jusqu'à 39 avant, et c'est surtout l'Ukraine, donc en orange là, qui était, à 25 et qui redescend à moins de 20 donc c'est vraiment un retour, de la proportion ukrainienne, et la Thaïlande qui passe de 18 à 20. En fait, on va dire le Brésil et Thaïlande ont récupéré un peu des parts de marché qu'ils avaient perdues, par rapport à l'Ukraine. Les évolutions des imports sur le début 2025, là, sur les 4 premiers mois 2025, on voit toujours là, c'est que les 4 mois 2025 par rapport aux mêmes 4 mois 2024 et 2023. On voit toujours ce recul-là, de l'Ukraine qui continue de descendre, alors que le Brésil, c'est plutôt dynamique, et la Thaïlande aussi. Plus 8% sur le Brésil et plus 6% pour la Thaïlande. On peut noter aussi, le plus 61% là sur, la Chine, qui est pas un pays, depuis lequel l'Union européenne importait ou importe beaucoup. Mais là, on a quand même une évolution quand même significative, donc à suivre, et c'est notamment des préparations à base de volaille, notamment de canard, donc quelque chose à regarder dans le long terme pour voir si c'est quelque chose, qui est structurel ou vraiment conjoncturel. Et au niveau de l'Ukraine, donc la baisse, en fait, je le disais, hein, c'est beaucoup de pays, spécifiques qui ont arrêté, d'importer. Donc il y a eu la Slovaquie, moins 73 la Pologne, et puis Hongrie, Roumanie et France, il y a eu 0 importation depuis, l'Ukraine de viande de volaille. Du coup, si on regarde tous les autres pays de l'Union européenne, moins ces pays-là, les imports continuent de progresser. Donc il y a vraiment un effet différent, selon les pays. Et dans les pays qui importent plus, donc il y a l'Autriche qui importe plus 194%, la Grèce plus 38% et l'Italie plus 1700%, mais effectivement, le volume de départ était faible, donc c'est pour ça que ça nous donne des pourcentages d'évolution assez, significatifs. Ah, ça a sauté. Hop. Donc, juste pour de MHP, donc qui est le leader ukrainien de la viande de volaille, juste pour vous dire quand même une nouvelle, je ne sais pas si tout le monde a pu suivre cette nouvelle. Donc, c'est que MHP, donc premier acteur ukrainien, je viens de le dire, qui est une agro-holding, qui est tournée vers les marchés à l'export, continue sa croissance externe. Donc, ils sont en train de racheter plusieurs autres groupes. Et là, dans les dernières informations, donc ils viennent de prendre le contrôle du Vésia. Donc ils avaient déjà pris 40% et là ils devraient passer au-dessus des 50% et c'est en cours d'autorisation. Et Uvesia, c'est une entreprise espagnole qui fabrique des aliments du bétail et qui produit du porc et de la volaille. Donc ils ne sont pas que sur la volaille, ils font aussi du porc. Donc MHP se diversifie aussi puisque ça leur fait rentrer aussi sur le marché du porc. Uvesia, c'est la 17e entreprise avicole européenne. Donc c'est pas dans les gros acteurs européen, mais c'est pas non plus une toute petite entreprise, ça fait un peu moins de 100 millions de poulets par an. Ils ont aussi racheté un site d'œufs conso pour le transformer en couvoir au mois d'avril, donc ils ont des velléités de croissance et un peu d'autonomie par rapport à l'approvisionnement de poussins. Et puis pour rappel, hein, on en avait déjà parlé, je reviens pas plus là-dessus, mais il y avait le gros sujet là de l'implantation des MHP aussi en Croatie avec une autre agro-holding qui est PCC, une autre agro-holding ukrainienne, qui ferait passer la production de poulet en Croatie de 45 millions à 235 millions. Donc on voit vraiment que MHP, au-delà de son développement interne en Ukraine, cherche en ce moment vraiment beaucoup à se développer par de la croissance externe sur des pays européens. Alors pour conclure, et puis on reprendra bien sûr un temps de questions, donc la consommation de volaille, ce qu'il faut retenir, la consommation de volaille et notamment de poulet bat tous les records en France, en Europe, avec pour la première fois la première viande consommée en France. La production du coup a plutôt réussi à recoller pour se relancer, et puis sachant qu'on a quand même réussi à être un peu
exemptés d'IHP. Alors, c'est un peu plus difficile quand même pour les signes officiels de qualité, même si on a l'impression que la tempête est plutôt quand même derrière nous. Il faudrait voir si on arrive quand même à redécoller. Sur la vaccination, on voit qu'elle est efficace en France, mais la question se pose sur la baisse de prise en charge. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ça risque de faire un retour en arrière ou pas? Et il y a quand même d'autres pays d'Europe qui sont touchés. On pense à la Pologne et on pense aux États-Unis. Et donc, il faut quand même rester toujours en alerte sur cette question sanitaire. Sur l'Ukraine, les importations sont plutôt en baisse. L'acteur majeur, par contre, continue, lui, de se développer par de la croissance externe. On vient de le voir juste sur la slide d'avant. Et puis, sur le Brésil, dans le contexte, ça, on l'avait vu tout au départ, hein, mais sur le contexte des Trump et des effets taxes de Trump, le Mercosur, il a quand même vraiment encore plus de chances qu'avant vraiment d'arriver à son terme et d'aboutir. Et d'ailleurs, pas que le Mercosur, mais tous les accords un peu de libre-échange pour sécuriser les approvisionnements, notamment de l'Union européenne. Voilà. On peut passer aux dernières phases de questions. Oui, dernière phase de questions, dernière chance pour vous d'interroger Simon sur ce sujet de la volaille de chair. On a Rubin qui nous demande pourquoi il n'y a pas d'augmentation sur la dinde. N'est-ce pas une viande de meilleur marché avec un coût de production plus faible que le poulet? Alors sur la dinde, c'est quand même très structurel, hein. Là, on l'a pas mis là, mais on a des graphes quand même sur vraiment des pas de temps beaucoup plus longs. On voit que ça a connu son apogée dans les années 80, 90 et depuis ça ne cesse de baisser. Donc c'est une évolution structurelle très 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 longue. Là, c'est pas que sur les dernières années. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la dinde a vraiment bénéficié, on va dire, des 30 glorieuses et s'est développée dans les années 60, 70, 80, justement avec le développement de la RHD. On mangeait beaucoup de dinde dans les cantines, on a mis beaucoup de dinde aussi dans les élaborés, dans les préparations. Les cordons bleus au départ étaient quand même beaucoup plus à la dinde. Il y avait des panés de dinde, il y avait plein de choses autour de la dinde. Et puis petit à petit, effectivement, le poulet, alors par un choix du consommateur hein, d'abord, a repris tous ces segments de consommation dans lesquels il était moins présent. Le poulet était vraiment surtout sur de la volaille entière, on a vu à plus de la moitié. Et puis petit à petit, il a remplacé la dinde dans tous les segments où elle était très majoritaire. Donc la RHD, la charcuterie de volaille, etc. Et ne cesse de se développer. Et puis dans tout ce qui est la restauration commerciale, les fast-food, enfin la restauration rapide, etc., il n'y a pas de dinde en fait. Tous les produits, c'est des chicken wings, c'est des nuggets, etc. Et tout ça, c'est à base de poulet. Donc en fait, la dinde n'a vraiment pas, on va dire, retrouvé ces segments qu'elle avait auparavant. Et puis il y a eu aussi le poids des protéines. En fait, la dinde valorisait très bien les protéines animales transformées, ce qu'on appelait les farines animales. Et elle était encore plus compétitive à ce moment-là, depuis que ça maintenant, même si c'est de nouveau réautorisé, mais c'est quand même peu en place. Mais quand ça avait été interdit, en tout cas, ça lui a fait perdre clairement des parts de marché. Elle était moins compétitive que ce qu'elle avait pu être. Et depuis, effectivement, c'est un peu la dégringolade sans réussir à résorber. Donc voilà. Et après, pareil, hein, c'est pas spécifique forcément à la France, c'est quelque chose aussi qui se passe par ailleurs, c'est vraiment le poulet. Après, l'intérêt pour certains opérateurs d'être sur le poulet, hein, ça évite d'avoir plusieurs chaînes d'abattage différentes, il suffit d'avoir qu'une chaîne d'abattage pour du poulet, et puis ça simplifie, on va dire, les process. Après, ça fait moins de diversité, et c'est aussi mettre un peu tous ses œufs dans le même panier que d'avoir qu'une espèce dominante, quoi. En tout cas, la filière volaille de chair française essaye de garder cette diversité, essaye de maintenir les autres espèces par rapport au poulet, mais c'est loin d'être un pari gagné d'avance, quoi. C'est pas facile, effectivement. Anne-Cécile Motet nous demande pourquoi l'UE se détourne de l'Ukraine. Je ne sais pas si on peut dire que l'UE se détourne de l'Ukraine, hein. On verra sur les importations, ça dépend vraiment des produits. On verra vendredi sur les œufs. On n'a jamais importé autant d'œufs ukrainiens qu'aujourd'hui, là, en début 2025. Donc ça dépend un peu des produits. Là, en fait, sur le poulet, puis d'ailleurs, c'est un peu un cri d'alerte qu'il y a eu des producteurs européens, c'est que c'est très très difficile, sans droit de douane et sans les mêmes règles de production, parce que là, c'est un peu le problème du moment, c'est que c'est sans droit de douane, mais en même temps, sans être réellement dans l'Union européenne, sans respecter tous les critères de production de l'Union européenne.
Donc là, en ce moment, c'est très, très dur d'être concurrentiel, d'être compétitif, on va dire, par rapport à des produits ukrainiens importés. D'où, le fait qu'il y avait eu, ce frein d'urgence, dont on viendra aussi vendredi parce qu'en œuf, on voit qu'il n'a pas fonctionné. En volaille de chair, on peut se dire que ça a un peu plus, fonctionné. Enfin, en tout cas, ça a peut-être, en tout cas, alerté. Et puis après, ce qu'on peut voir aussi par rapport à l'Ukraine, là, c'est sur la question des acteurs ukrainiens. C'est-à-dire que là, on voit, c'est MHP, hein, surtout que ça profite à une société, hein, le développement de la production ukrainienne. Donc après, il y a toutes les questions de savoir si ça sert le pays ou pas. MHP a beaucoup plus communiqué d'ailleurs sur les impacts, hein, de sa croissance en disant, bah, quand vous aidez MHP, vous aidez tant de familles ukrainiennes qui travaillent pour MHP. Enfin, ils ont beaucoup plus communiqué parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'ils étaient pas mal pointés du doigt sur le flux massif de poulets qui venaient depuis l'Ukraine. Donc ils ont un peu plus communiqué en ce sens. Et puis là, on voit vraiment qu'ils essayent plutôt de faire de la croissance externe en rachetant des sites de production un peu partout en Europe. Donc pour l'instant, c'est loin d'être arrêté. Les échanges avec l'Ukraine sont loin d'être arrêtés et devraient continuer à se poursuivre, mais peut-être pas tout à fait depuis des imports directs comme ça a pu se faire. Et puis là, il y aura la question quand même, parce que les droits de douane là, renouvelés, c'est tous les ans, donc il va y avoir à nouveau la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les années à venir. Est-ce qu'on continue comme ça? Comment ont fonctionné les freins d'urgence? Est-ce qu'ils n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on met en place, etc. Donc les questions sont loin d'être arrêtées. Et il y a d'ailleurs pas mal de travaux qui en ce moment se posent la question de quid de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, hein, parce que c'est ça la question derrière, hein. Et de voir un peu les conséquences sur l'agriculture européenne, sur l'agriculture française. Alors sur la PAC, on est moins concerné directement en volaille, mais il n'empêche, hein, sur les matières premières, etc., ça peut avoir des impacts si des agro-holdings comme MHP, hein, qui ont des centaines de milliers d'hectares, hein, alors pas en propre, mais qui cultivent des centaines de milliers d'hectares. Donc voilà, ça peut vraiment faire des bouleversements des équilibres actuels sur la politique agricole commune. Enfin bref, donc il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur l'Ukraine, et c'est un sujet qui est pas mal étudié. Et l'Italie, notamment, on participe à une étude qui est coordonnée là par Mathieu Désolé, qui est présent avec nous, là, qui est dans l'équipe du service socio-économique d'Italie, sur toutes les filières agricoles, pour voir les impacts. C'est une étude pour le ministère, donc pour l'instant, qu'on ne peut pas communiquer, mais quand ça sera dans la phase de communication, on pourra aussi remettre des éléments dans les web échos pour vous montrer un peu les différents impacts, quoi. Mais pour vous, de votre point de vue, il y a de l'intérêt à maintenir ce frein d'urgence ukrainien. Alors, je parle vraiment que de la volaille de chair, hein, encore une fois, pas des œufs, mais est-ce qu'il a encore un intérêt? En fait, ce qui est compliqué là, c'est que normalement l'Union européenne, c'est un marché commun. Là, on voit en fait qu'il y a des pays qui mettent des choses en place différentes des autres, alors que normalement tous les pays sont censés, sur ce critère, notamment des importations, avoir les mêmes règles. Donc il y a quand même ces questions de fonctionnement de l'Union européenne qui posent question. C'est-à-dire que si on met un frein d'urgence normalement qui est pour tout le monde, mais qu'en plus il y a des pays qui peuvent mettre des critères supplémentaires, enfin des stops aux importations supplémentaires, bon, ça n'a plus tellement de sens. Donc là, on va dire, il dysfonctionne pour moi dans les deux cas, que ce soit en œuf, on le verra vendredi, ou en volaille de chair, parce qu'en fait, les pays font pas vraiment bloc commun, quoi. Donc là, si on regarde les pays qui continuent d'importer, ils importent quand même toujours de plus en plus. C'est juste il y a des pays qui ont arrêté complètement d'en importer, donc c'est ça qui fait qu'il y a des effets dominos, quoi. Et en œuf, on verra vendredi, mais on voit qu'on a atteint 250% du seuil. Donc en fait, le frein, c'est le retour au droit de douane, hein, d'avant. C'est pas suffisamment dissuasif pour freiner les importations. Mais après, la question d'aider l'Ukraine plus globalement est tellement importante dans le contexte géopolitique que je pense que c'est un peu des dommages collatéraux de l'aide apportée au pays, quoi. Ah oui, savoir où placer un peu le curseur. Tout à fait. On a encore une autre question sur l'Ukraine. N'utilise pas un antibio interdit en UE. Par ailleurs, MHP a fait des contrats avec des pays du Moyen-Orient. Alors, sur les détails, alors je sais plus parce que je sais pas, je suis pas spécialement spécialiste pour savoir quels sont les antibiotiques ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des produits qui sont autorisés en Ukraine qui ne sont pas autorisés au niveau de l'Union européenne. Et toute la question, notamment parce qu'on avait déjà des accords de coopération avec l'Ukraine, c'est la convergence des normes. Donc normalement, l'Ukraine est censée petit à petit
converger vers les règles de l'Europe. Et notamment, si demain elle veut intégrer l'Union européenne, il faudra qu'elle arrive à respecter toutes les règles de production de l'Union européenne. Donc pour l'instant, c'est sûr qu'il y a des différences, mais petit à petit, normalement, c'est censé, je dis bien c'est censé, parce qu'il faudra encore pouvoir le mesurer, de plus en plus coïncider et converger vers les mêmes règles de production. Et notamment encore plus, mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté sur le calendrier de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, puis on ne sait déjà pas quelle Ukraine, parce qu'il y a encore des négociations ce jeudi là en Turquie, on verra ce que ça donne, mais ça dépend quelle taille de l'Ukraine, ça dépend de plein de choses. Si c'est une Ukraine amputée de 20% de son territoire, c'est quand même pas tout à fait la même chose, par exemple. Donc bref, il y a plein de questions encore en suspens. En tout cas, c'est vraiment un gros sujet de l'Union européenne et les règles de production, ça va être un des sujets quand il y aura un calendrier, ça va être un des sujets majeurs de voir comment l'Ukraine peut petit à petit converger et puis voir aussi comment l'Union européenne peut absorber aussi petit à petit, dans l'autre sens, l'entrée de ce mastodonte agricole dans le paysage européen. Carole Cornu nous demande quelles sont selon vous les perspectives prix poulet et canard pour les prochains mois? Là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une consommation donc, toujours extrêmement dynamique. On a tous les voyants, on va dire, au vert pour que la consommation se poursuive. On voit que la production, même si elle augmente, elle a quand même globalement du mal à suivre. On voit aussi que les poussins, ils risquent d'avoir une difficulté aussi de suivre la production parce qu'on risque d'être en manque de disponibilité en poussins. Donc tout ça fait qu'il y a quand même une demande qui continue d'être forte avec une offre qui va avoir du mal à complètement compenser la demande. Donc les prix devraient rester pour l'instant. Tous les voyants sont faits pour que les prix restent globalement élevés, même si sur les intrants, on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà eu des impacts sur les prix. Sur les intrants, les matières premières, tout ça, là pour l'instant c'est plutôt rassurant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de risque majeur à court terme, que ce soit météo ou embargo ou autre. Donc, sur l'énergie et sur les matières premières, c'est plutôt favorable. Donc là, globalement, on va dire le marché il est plutôt porteur et les prix devraient rester quand même élevés dans les mois qui viennent. Je mets quand même des bémols parce qu'avec notre ami Donald Trump au pouvoir, on sait pas non plus sur les effets taxes et les effets dominos qu'il peut y avoir, et puis bien sûr sur l'issue de la guerre en Ukraine, parce que si ça bouge, ça peut faire changer les choses dans un sens ou dans l'autre assez rapidement, quoi. Donc on va dire les fondamentaux sont plutôt de bon augure, mais après il y a quand même tout le contexte géopolitique quand même très instable du moment qui peut faire basculer les choses rapidement, quoi. Moi, j'aurais une question sur MHP. Est-ce qu'on sait quelque chose sur leur projet à long terme? Est-ce que ils risquent un jour de venir en France? Et si c'est le cas, est-ce qu'on laissera faire? Alors, donc dans l'étude qu'on est en train de faire, on aura plus d'éléments qu'on pourra vous présenter parce qu'on étudie un peu les différents agro-holdings et pour la filière volaille, c'est clairement, volaille de chair, c'est clairement MHP le sujet. Ce qu'on voit à MHP, c'est qu'il y a vraiment une volonté. Alors c'est une agro-holding, donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept. Donc c'est quand même un oligarque qui détient la marque, qui détient le groupe, qui est coté à la bourse de Londres. C'est un groupe qui est là pour faire, du capital, du bénéfice, et qui a une volonté de croissance. Donc ça, c'est clair, on le voit avec l'expansion encore en rachetant dernièrement le groupe espagnol Uvesia, dont on a parlé tout à l'heure, le projet de croissance en Croatie dont on a parlé aussi. Donc on voit vraiment que MHP veut s'implanter beaucoup en Europe et continuer à exporter à travers le monde. Au niveau français, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce que tous les groupes français ont décidé, mais on a des acteurs quand même bien implantés. On n'a pas énormément d'acteurs. C'est quand même pas forcément évident pour un nouvel entrant d'arriver dans le paysage français. En plus, on a vu tout à l'heure les difficultés d'installer des poulaillers. Je ne sais pas si c'est le pays le plus simple pour se développer avec les contraintes spécifiques françaises. Après, il peut y avoir des accords avec des groupes qui sont passés, donc il peut y avoir c'est pas moi qui peux le dire, seuls les dirigeants de ces groupes peuvent le savoir, mais globalement, en France, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt majeur s'il y avait un groupe à vendre, à reprendre. Ça a été le cas à un moment, quand il y a eu le groupe Doux qui a été cédé, MHP avait essayé de récupérer ce groupe-là. Donc voilà, il peut y avoir des opportunités à des moments donnés, là, pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit le cas.
Mais en tout cas, dans Et on les n'aurait pays... pas les moyens d'empêcher si jamais ils trouvent un créneau. Non, alors après, il y a, en France et en Europe, il y a l'autorité de la concurrence qui est censée, autoriser ou pas les rachats, etc. Hein. C'est le cas d'ailleurs pour nos groupes français. Quand ils rachètent d'autres entreprises, ils sont aussi soumis à l'autorité de la concurrence. Mais là, comme il y a déjà très peu d'acteurs français, s'il y avait un nouvel acteur, je ne vois pas en quoi l'autorité de la concurrence viendrait s'opposer à l'entrée d'un nouvel acteur sur le marché français qui est quand même déjà très concentré. Donc, d'un point de vue autorité de la concurrence, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui viendrait bloquer un projet. Mais après, c'est plus, est-ce que il y a des possibilités, des capacités à reprendre en France? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Mais après, voilà, il suffit que demain, il y ait un groupe français qui décide de vendre son activité volaille ou autre, ça pourrait changer. Mais là, dans ce qu'on entend actuellement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je ne vois pas. Par contre, dans les pays voisins, et l'Espagne, c'est quand même juste à côté, hein, la Croatie, c'est pas loin non plus. Donc là, on voit que par contre, dans des pays voisins, ça pourrait changer la donne assez rapidement. Et Guillaume Marche nous demande si on étudie les accointances de MHP avec la Russie. Alors, ça, c'est peut-être pas simple de tout ça. On n'est pas obligé de tout répondre, peut-être. Ouais, alors après, ce que je disais tout à l'heure, MHP, en tout cas, en termes de communication officielle, mais après, je ne peux pas savoir tous les tenants et aboutissants, mais en termes de communication officielle, en tout cas, c'est une société quand même ukrainienne qui soutient son pays, qui a montré l'effort de guerre côté ukrainien. Donc, en tout cas, le groupe MHP a plutôt communiqué en montrant à quel point il aidait son pays dans le conflit avec la Russie. Et après, les amitiés ou entre oligarques, ça, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qu'il en est, quoi. Mais c'est certain. Moi, j'avais une autre question sur l'éventuel arrêt d'exportation polonaise dû à l'IHP. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel ce sera décidé? Si oui, par rapport à nous, quelles seront les répercussions? Ouais. En fait, là, normalement, la Commission européenne, dans les premiers écrits qu'on avait vus, c'était le 23 avril où ils auraient dû bloquer, donc ça n'a pas été bloqué, parce qu'ils ont trouvé un accord avec la Pologne. Donc la Pologne, le gouvernement polonais, le ministère de l'Agriculture polonais ont quand même tout fait pour éviter cet arrêt des exportations polonaises, parce que bien sûr la Pologne est extrêmement, c'est plus de 3/4 de sa production qui est exportée en poulet, donc ils sont extrêmement dépendants des exportations, donc ils ont tout fait pour essayer de limiter la casse et d'empêcher ça. Donc si demain par contre il y avait trop de cas et qu'ils étaient parce que et c'est quoi le seuil? Il n'y a pas forcément en fait de seuil, mais là par exemple pour la France, pour passer, là on vient de repasser justement en statut, comment on dit, j'ai plus le nom en terme, j'ai plus le bon terme Indemne? Ouais, c'est même pas indemne, c'est négligeable, voilà. Le statut négligeable, il faut qu'il y ait pendant un mois qu'il n'y ait pas de cas, puis après pendant 3 mois, etc. Donc il y a des délais. Donc là, pour l'instant, ils ont trop souvent des cas pour être considérés statut complètement indemne, surtout qu'ils ont eu encore des cas en début 2025. Donc après, tout dépend de l'évolution de ça. Et après, les pays se déclarent auprès de l'Union européenne, et puis l'Union européenne peut dire, là, en fait, nous, on trouve qu'il y a quand même une problématique et il faut que ça soit résolu différemment, quoi. Et donc là, ils peuvent dire, ça ne nous suffit pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de mesures prises pour contenir, et donc on vous oblige à telle ou telle chose, quoi. Oui, pardon. Non, j'allais dire, les pays, après, ils sont quand même soumis à un niveau de risque négligeable. Merci, Nathalie. On a une dernière question d'Estelle Guérin. Après, dépêchez-vous si vous avez d'autres questions, puisqu'ensuite nous allons clôturer. Estelle nous dit, vous dites que pour la part d'importation de poulet, le poids de la Pologne dans les imports de la France est de 33% en 2024 et 36% sur le premier trimestre 2025, devant la Belgique. Est-il possible de connaître le reste du détail des importations françaises? Dans les slides, il me semble qu'il n'y avait pas le détail pour l'UE. Ouais, alors après, on pourra vous rajouter cette slide. On a des slides, bien sûr, sur les importations. Ce qu'il faut retenir quand même pour la France, c'est que la France importe très peu depuis les pays tiers, hein. Donc, quand on met tous les pays, entre les pays européens et les pays tiers, on voit effectivement la Pologne, qui est le premier pays duquel on va importer, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Mais après, les pays tiers, Ukraine, donc on a dit que c'était quasiment tombé à zéro. Le Brésil, on importe très peu directement depuis le Brésil. Donc, en fait, quand on met les importations françaises, directement, ça
ça masque un peu, notamment la question des importations, réexportations, puisque alors quand on importe de la Pologne, on sait qu'on importe surtout du poulet, effectivement produit en Pologne, mais après quand c'est Belgique, Pays-Bas, on sait qu'il peut y avoir une partie d'importation de pays tiers qui transitent vers les Pays-Bas et la Belgique pour être réexportés vers la France. Donc il faut prendre un peu de recul par rapport aux slides sur les importations directes. Mais on a les données, bien sûr, on pourra les rajouter sur le note. En lien avec la crise IHP en Pologne, savez-vous si des parentaux reproducteurs sont fortement touchés? Avez-vous des chiffres? Et puis, est-ce que l'on a une estimation du temps qu'il faudra pour une reprise de la production polonaise? Déjà, tant qu'ils n'ont pas réglé le problème. Ouais, alors, j'ai pas des chiffres là, on n'a pas de chiffres sous le coude, je pense pas en tout cas. Par contre, on sait effectivement qu'il y a vraiment un manque de poussins en Pologne. Ça a été, on a pas mal de retours de professionnels. Et puis, on a eu des échanges avec l'AVEC, l'interprofession de la volaille de chair au niveau européen, quoi, on va dire. L'équivalent, on va dire, d'envol au niveau européen. Et voilà, eux, ils faisaient vraiment des retours sur le fait qu'il y avait cette pénurie de poussins de toucher tous les pays, notamment la Pologne. Et donc, on sait qu'il y a des fortes difficultés sur ce maillon-là en Pologne. Après, de dire le pourcentage précis, moi, je n'ai pas le chiffre sous le coude. Et les estimations du temps pour une reprise de la production. Là, la production, elle n'est pas écroulée en Pologne, hein, puisqu'on a vu, quand on regarde les chiffres de 2024, elle est même plutôt en progrès. Donc, c'est pas comme quand la France avait été touchée en 2022 par un épisode fort là dans l'Ouest. Pour l'instant, on n'est pas à ces niveaux-là. Donc, elle est touchée, mais pas coulée, on va dire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la baisse n'est pas suffisamment forte pour qu'on puisse parler de besoin d'une reprise, puisqu'on est toujours dans des évolutions positives de pourcentage à la hausse en Pologne. Après, si demain, il y a plus de cas, et ce qu'on disait tout à l'heure, si à un moment, il y a vraiment les deux régions là, qui sont les plus concernées arrêtent de pouvoir exporter, là, par contre, on va avoir des effets beaucoup plus conséquents sur la production polonaise. Pascal demande quel volume représentent les imports et exports par les Pays-Bas et la Belgique. En fait, on sait qu'il y a une part importante. Je sais pas si là, il faudrait on avait montré un peu des slides, je crois, au Webeco précédent, parce qu'en fait, on n'a pas directement la valeur en tant que telle, mais on sait la production nationale et on sait ce qu'ils exportent. Donc, on peut en déduire en disant qu'il y a une partie de la production nationale qui sert pour leur consommation nationale de ce qu'ils réexportent. Mais tout ça, c'est par des estimations. Il n'y a pas vraiment de chiffres extrêmement précis qui permettent de dire avec certitude c'est tant de pourcentage qui est importé et réexporté. Surtout, sans rentrer dans tous les détails, c'est Mohamed qui maîtrise bien le sujet, on peut avoir dans les déclarations entre pays de l'Union européenne, en fait tout ce qui rentre et qui sort de l'Union européenne, on a des chiffres assez précis entre pays tiers et l'Union européenne. Mais à l'intérieur de l'Union européenne, sur les flux entre pays, on peut avoir des déclarations qui ne sont pas réciproques entre, par exemple, ce que les Pays-Bas vont déclarer avoir exporté à la France et ce que la France va déclarer avoir importé depuis les Pays-Bas, puisqu'il peut y avoir des seuils qui sont de déclaration qui sont différents, etc. Donc, on ne va jamais retrouver le chiffre miroir entre les deux. Donc, il peut y avoir des décalages, ce qui fait que ça met un peu de flou sur un chiffre extrêmement précis, quoi. Eh bien voilà, il n'y a plus de questions. Et puis de toute façon, encore une fois, l'heure c'est l'heure. Et ça y est, ça touche à sa fin. Eh bien, on se retrouve de toute façon vendredi. Si les personnes ont d'autres questions, d'autres choses, envie de savoir plein de choses, cette fois-ci, ce sera donc sur le thème des œufs et des lapins. Et puis nous, on va alors déjà, on va corriger les quelques slides où je ne sais pas pourquoi les chiffres ont sauté là. Et puis j'ai noté là quelques slides supplémentaires sur les importations et 2-3 autres choses. Là, on pourra rajouter 2-3 slides à la fin du diaporama pour tous ceux qui recevront le diaporama ensuite, quoi. Voilà, et puis on remercie encore une fois notre partenaire CCPA, grâce à qui ce Webeco a pu voir le jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Et à vendredi. Au revoir.